C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça. J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production, c'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé il y a 6 mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice. Partagés entre doute, satisfaction, regret et galère, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices. And very often, if you're permitted to follow your idea all the way through, you find that it is right. You find that your instinct is usually good. Pour ce premier numéro hors série, nous recevons Grégoire de Bailly, producteur du film La dernière vie de Simon, sorti en salle le 5 février 2020. Après avoir reçu plusieurs récompenses à Cannes avec le film Scheherazade, Grégoire décide sur un coup de cœur de s'atteler à la production de La dernière vie de Simon. Pour ce faire, il faudra relever le défi de produire et de distribuer un film français de genre imprégné des productions Amblin. Le film coche toutes les cases de la production minée, pas de tête d'affiche, pas de réalisateur connu, et un scénario de genre. Grégoire pressent de grandes difficultés en s'engageant sur ce film, et pourtant, il relèvera le défi et portera le film à bout de bras en mettant en péril sa société de production. Malgré ses qualités de réalisation indéniables, le film sera un échec commercial dès sa sortie en salle et en DVD Blu-ray. Cet échec malheureux nous questionne sur la capacité que nous avons en France à distribuer et à communiquer sur des petits films de genre face à des films à gros budget. Nous vous proposons donc, pour ce hors-série, de changer notre prisme de lecture et d'écouter à travers le récit du producteur l'histoire de La dernière vie de Simon. Ok, salut Flav. Salut Jules. Salut. On est content de recevoir un prod, c'est la première fois qu'on le fait. On s'est dit que, en ayant invité Léo précédemment, il y a eu de la matière à raconter, à essayer d'aller un peu plus loin dans l'histoire de La dernière vie de Simon. Donc on s'est dit qu'on allait poursuivre l'aventure et de discuter un petit peu avec toi autour de l'aspect prod, bien sûr. Ouais, c'est pas idiot, c'est intéressant d'aller voir aussi d'autres métiers. C'est vrai que c'est pas idiot. On vous entend peu d'ailleurs, je trouve. Bon, on n'est pas forcément intéressant peut-être. Non, ce que je veux dire, c'est pas idiot d'aller voir aussi les monteurs, les scénaristes. Ouais. C'est un sport collectif, le cinéma. Bah oui, c'est ce que dit d'ailleurs souvent beaucoup Léo. D'où tu viens ? Quel est ton parcours ? Je suis parisien. Et mon parcours dans le cinéma, c'est la Fémis. Donc c'est pas forcément le plus évident pour produire ce genre de film, mais ça s'est passé comme ça. La FEMIS, ce département production. Ouais. Ok. Donc c'était déjà un souhait avant d'y... Ouais, complètement. d'y rentrer. En fait, on présente le concours en disant qu'on veut faire une section ou une autre. Donc, je m'étais préparé à l'idée que ça allait m'arriver d'être producteur. Ouais. Je l'avais préparé dans ce sens-là. T'avais quel âge quand t'es arrivé à la Fémis ? 25, je crois. 25. Et avant, t'avais fait quoi ? J'avais plutôt fait des études d'histoire, des études de relations internationales, des choses comme ça. Et c'est quoi qui t'a donné envie finalement de partir vers la production ? Je crois que à ce moment-là, la conséquence de mes études, c'est que j'allais travailler pour des organisations internationales ou des administrations, en gros pour l'ONU ou pour le Quai d'Orsay. Et ça m'a fait super flipper parce que c'était un environnement de travail qui me paraissait ultra hiérarchique et chiant, et j'ai eu hyper peur. Et comme j'avais toujours aimé le cinéma, la photographie beaucoup, que je pratiquais moi-même, mais c'était un art assez solitaire, la photographie, et le cinéma, je me suis dit, vu ma formation, en fait, je peux servir à des gens qui ont envie de faire des films, parce que je peux être celui qui trouve les sous, quoi. Je peux le faire, ça, c'est pas compliqué pour moi, donc c'est comme ça que je suis arrivé à cette idée. Mais c'était plus, qu'est-ce que je peux faire dans le groupe pour aider, quoi. Non, mais c'est vrai. D'accord. Il n'y a pas eu de film où tu t'es intéressé justement à la production même Non, en fait, pour tout vous dire, à l'époque, si j'avais pas fait diplomate, en gros, je pensais être photographe. Et un jour, dans un café, j'ai vu une équipe de court-métrage, je pense. Ils buvaient un coup après le tournage ou je sais pas quoi, et ça avait l'air super cool, quoi. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire partie du groupe, mais je savais pas quoi faire. Et du coup, je me suis dit, peut-être en production, j'ai des petites compétences, peut-être qui peuvent servir. Voilà, c'est comme ça. Tes goûts cinématographiques, c'est quoi ?
peut-être que les films qui m'ont le plus ému sont des films documentaires. Donc, je pense que j'ai ma première cinéphilie, elle est documentaire, ouais. Au départ, c'est un rapport au réel très fort qui m'a amené vers le cinéma. Après, évidemment, comme tout le monde, il y avait des films de fiction, voilà, qu'on a tous vus, hein, mais en tout cas, c'est vrai que quand je suis arrivé vers l'âge adulte et que je regardais les films qui sortaient au cinéma en France, je me suis dit, bah, en fait, il y a deux chemins. Soit revenir vers le réel, et hybrider la fiction et le documentaire, ou trouver de nouvelles façons de raconter le monde, ou alors carrément partir vers la fiction, vers le genre, la science-fiction, etc. Mais tout ce qui me semblait au milieu me semblait complètement en perte de vitesse, ou avoir perdu son attrait, son mordant. Enfin, j'avais l'impression que voilà, il y avait un ventre mou du cinéma français qui était impossible pour moi, quoi. Quel cinéma de documentaire, en fait, t'attirait plus que d'autres, comme ça, un petit peu vaste C'est vrai que c'est vaste, mais Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a marqué? un film? Un documentaire? Ah oui, un film. Bah, j'avoue que après, c'est des choses qui sont pas très surprenantes. Ça, c'est les classiques, hein, du documentaire. Mais évidemment, le premier grand choc, peut-être, c'était Ticket Follies de Wiseman. Mais après, c'est vrai que les premiers films de Depardieu au début m'ont beaucoup intéressé. Il y avait toute une génération qui était avant nous, hein, tu vois, les gens qui ont fait des films dans les années 70, voilà, qui se revendiquaient d'un cinéma vérité, très engagé politiquement, militant, etc. Avec qui j'avais un rapport très compliqué. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est des films qui m'ont nourri, et en même temps, c'est des films qui m'agaçaient. Et j'ai découvert le cinéma documentaire russe. C'est enfin une tradition de cinéma documentaire qui était complètement à l'opposé de ça, bien qu'elle puisse être aussi motivée par des raisons idéologiques. Mais en tout cas, c'était un cinéma qui refusait l'idée de... Enfin, qui prenait pas du tout la piste du cinéma vérité, c'est-à-dire je te suis avec ma caméra au point, et etc. Le cinéma russe, il est extrêmement... Enfin, d'abord, il est né en pellicule. Du coup, la pellicule, ça coûte cher. La pellicule, c'est limité. Du coup, on est obligé de penser les plans. Et du coup, on est obligé de mettre en scène. Ou à moins bien sûr, qu'on accepte l'idée qu'on met toujours en scène. Mais en tout cas, on l'assume cette fois-ci, et on a une écriture, en fait, documentaire. Et on essaie de capturer quelque chose du monde, mais en l'écrivant, quoi. Et ça m'a énormément intéressé. Et je crois que tout le début de ma carrière a été la tentative, en tout cas, de déplier ce qu'on pouvait faire avec ça, quoi. Et donc, j'ai fait des documentaires en 35 mm, mais en France, quoi. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le métier de producteur? Et c'est quoi ses dangers? Bah, le métier de producteur, il commence par identifier un projet, quoi. C'est surtout ça, hein, le cœur du boulot. Ce qui fait que tu vas durer ou pas, c'est est-ce que tu es capable d'identifier des trucs qui ont un sens, quoi. La deuxième partie du travail, c'est de l'accompagner. C'est d'accompagner le développement, en tout cas. C'est-à-dire l'écriture, quoi. Et après la fabrication, de faire les bons choix, ou d'aider le réalisateur à faire les bons choix, quoi. C'est pas rien, hein, c'est vraiment important. Parce que avec une somme qui est limitée, je sais pas, ouais, 1 million et 2 millions, par exemple, pour un premier film, on peut en foutre la moitié par la fenêtre, et que ça se voit absolument pas à l'écran, quoi. Donc arriver à trouver la meilleure façon d'allouer les moyens par rapport au projet pour que ça se voit le plus à l'écran, c'est un sport, quoi. C'est un truc qui s'apprend petit à petit, quoi. Vous pouvez par exemple décider de dépenser une somme complètement dingue et inhabituelle au casting pour trouver le bon comédien non professionnel, et par contre rien dépenser en décor, et décider de tout faire en décor naturel, et ça fera un film, quoi, qui aura une touche complètement différente d'avoir pris le premier acteur que vous proposez l'agent, et par contre faire reconstruire votre décor en studio. C'est rien à voir comme film. Et il s'agit de faire les bons choix, quoi, et c'est pas facile. Et le dernier truc, bon, qui est un peu le plus que tout le monde sait, c'est que le producteur, c'est lui qui trouve l'argent, quoi. Donc c'est le seul moment où il est un peu seul, parce que finalement tout le reste de ce que je vous ai dit, ça peut se partager, ça peut se faire collectivement, ça peut être
C'est d'ailleurs un effort collectif parce que quand on décide de répartir le budget, généralement on le fait ensemble avec le réalisateur et les chefs de poste. On le fait pas, on dit pas tiens 10 000 pour toi, mais en gros le chef-op il va dire moi je suis désolé, j'ai besoin d'un électro et d'un machino, donc avec mes 2 assistants ça fait 6 et évidemment le décorateur va dire ah mais nous on est que 2, donc ça va être tout le temps on va tout le temps en train d'arbitrer entre des dépenses, quoi. Mais au moins, c'est collectif. Alors que c'est vrai que trouver l'argent, c'est le moment que je déteste le plus parce que je suis tout seul. Il n'y a que moi qui dois monter. Alors, des fois, le réalisateur m'accompagne parce que. Bah ouais, on va voir les distributeurs, on va voir je sais pas qui ensemble. Donc là, je suis content, j'ai un copain. Mais il y a beaucoup d'étapes où je suis un peu seul, quoi. Ouais. Donc voilà, l'idée, c'est de réunir l'argent et qu'il y en ait assez, quoi. C'est à peu près les 3 gros trucs, quoi. Identifier le projet, savoir comment le fabriquer, comment l'accompagner, et puis trouver l'argent, quoi. Enfin, pas dans ce ordre-là, mais enfin, identifier, trouver l'argent, l'accompagner, quoi. Mais voilà. Et après, quels sont les dangers Ou les écueils, hein. Bon, c'est peut-être le mot est un peu fort, peut-être. Mais... Ouais, non, les dangers ou les difficultés ou les écueils, bah ouais, il y en a plusieurs. Bah, pour moi, il y en a 2 qui sont contradictoires, qui sont. Enfin, c'est. Suivre son goût contre le marché, ça c'est un gros danger. Enfin, je veux dire, ça peut être dangereux. Par exemple, dans La Dernière Vie de Simon, ça correspond à perdre 5 ans d'activité, quoi. Enfin, l'équivalent. Où tout ce qu'on a construit en 5 ans disparaît sur un choix, quoi, de faire un film. Enfin, c'est une perte énorme, quoi. Et l'autre danger, ce serait de faire ce qu'attend le marché, quoi. Donc c'est toujours entre les 2 qu'il faut naviguer, quoi. Enfin, je dis le marché, ça peut inclure aussi la subvention. Enfin, c'est un autre marché, mais c'est un marché quand même. Vous pouvez faire des films parce que vous savez qu'ils auront l'avance sur recette et qu'ils seront bien reçus. Porteurs que d'autres, on va dire. Oui, voilà. Enfin, il y a des films pour. Enfin, disons que le réseau de la subvention, disons, il inclut, je sais pas, Arte, l'avance sur recette et le festival d'Angers, c'est la même chose. Enfin, en termes de goût. Et c'est pas du tout critiquable. Enfin, je dis pas qu'ils ont mauvais goût. Je dis juste que ça représente une certaine cohérence dans cet univers-là. Vous pouvez faire des films et dans l'univers de CGR, M6. Netflix, vous pouvez en faire d'autres, ils ont une attente en tout cas. Et se conformer à ce que ces publics-là, en tout cas, peuvent vous faire faire, c'est un risque parce que finalement, il faut qu'il y ait de la friction pour qu'il se passe quelque chose de nouveau, sinon ça marche pas, quoi. Qu'est-ce qui pour toi fait la qualité en fait d'un binôme réel producteur? Il y en a autant qu'il y a de couples d'amoureux, quoi. Enfin, chaque couple fonctionne selon ses propres règles, je pense. Ou d'amitié, enfin, je veux dire, mais c'est quelque chose qu'il faut comparer à ce genre de relation. C'est-à-dire, si c'est pas une histoire d'amour ou d'amitié... De confiance. Hein ? De confiance. Oui, enfin, toutes les relations fortes entre 2 personnes impliquent de la confiance, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est pas aussi fort qu'une histoire d'amour ou qu'une grande histoire d'amitié, c'est pas la peine de faire un film ensemble, quoi. On peut pas le faire en ayant des rapports, on va dire, juste professionnels. Genre, j'aime bien ton travail, tu aimes bien mon travail de producteur. Au bout d'un moment, ça va forcément déborder parce que c'est tellement énorme ce que ça représente pour un réalisateur. Et puis, on met tellement en danger un producteur quand on fait un film que, naturellement, il faut qu'il y ait quelque chose de fort. Donc après, ouais, généralement, il faut être un peu amoureux du même objet commun. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Puis oui, alors ça dépend des couples parce que le truc c'est que c'est pas le même couple quand moi je débute et que je fais mon premier film avec un réalisateur dont c'est le premier film, et puis quand je fais le film de Léo, donc c'est son premier film mais moi c'est mon 10e. Ça, c'est pas forcément la même chose. Mais ça veut pas dire que c'est moins intense ou quoi, mais ça veut dire que c'est forcément, c'est vrai que ça j'ai parfois un coup d'avance sur lui, quoi. Mais ça déséquilibre pas non plus la relation. Enfin, l'important c'est qu'il ait confiance et moi aussi, et il en faut beaucoup, quoi, des 2 côtés, hein, parce que lui, il voit bien que j'ai des choix qui peuvent être
va être très arrêté sur des questions où il n'est pas du tout sûr. Et moi, par exemple, je savais absolument pas comment il allait mettre en scène, quelles étaient ses capacités de mise en scène, parce qu'il avait fait très peu de choses. Donc, il y avait une part de croyance, quoi. Tu peux nous parler un petit peu des différences entre le système de production français et américain ? C'est un système qui est très simplement uniquement capitaliste, c'est-à-dire qui est très peu régulé. Attends, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait distinguer, c'est qu'en fait, dans le système américain, il y en a plusieurs. Il y a un système indépendant et il y a un système de studio, en gros. Pour le faire vite, le système de studio, il est porté par des sociétés de production, et elles ne sont pas non plus des millions, et elles doivent être backées par un studio qui va distribuer le film. Donc, l'idée, c'est que moi, je suis un producteur, donc j'ai mon petit bureau, etc. J'ai un projet avec, je sais pas, Ridley Scott, et on a chopé tel acteur important, et on a tel scénario, et on va aller présenter ce paquet à Universal ou à Warner, et puis Warner va dire, OK, on vous avance 20 millions ou 30 millions pour le faire, et en échange, on a tous les droits et on le commercialise, quoi. Ça, c'est le système de studio. Le système indépendant, il est plus simple. Les coûts de production. Donc voilà, un film de studio américain, on commence à 20 millions de dollars minimum, quoi. Et on est vite à 50, voilà. Dans un film indé américain, on est plutôt à 200-300 000 dollars. Ça peut monter jusqu'à 1,5 million de dollars. Voilà, je sais pas, pour vous donner des exemples. Bon, un film de genre, oui, il va être à 200-300 000 dollars. Un film genre Moonlight, c'est 1,5 million. Whiplash, c'est dans ces eaux-là aussi, 600 000 peut-être, ou 1 million, je sais plus. Enfin, on est dans ces échelles-là. C'est-à-dire beaucoup moins cher qu'un film européen. Les films de studio sont 10 fois plus chers que nos grosses productions, et leurs films indépendants sont 10 fois moins chers que nos productions indépendantes. C'est très étrange. Il y a vraiment 2 vitesses. Et donc, la production d'un film indépendant aux États-Unis, en gros, fonctionne plus ou moins par aller taper de l'argent à des riches. Non, mais c'est vrai. En gros, un film de Léo aux États-Unis, le même film, on ne l'aurait pas fait pour ce prix-là. On ne l'aurait pas fait donc à 2 millions et demi, je sais plus combien c'est. Moi, j'ai un peu moins de 2, mais après, peut-être que les sources ne sont pas... Non, c'est pas ça. J'expliquerai la différence, mais il y a souvent 2 prix. En fait, il y a le prix de ce qui est dépensé de cash sur le plateau, et puis il y a le coût général de l'œuvre, et qui est pas calculé pareil. Et c'est pas forcément de la malhonnêteté ou quoi, c'est des systèmes comptables un peu différents, et qui arrangent le producteur à un moment, parce que quand il négocie vis-à-vis des autres partenaires, par exemple, je sais pas, Canal, il a envie de leur dire que ce qu'ils achètent est un peu plus gros. C'est normal. Donc, c'est juste pour faire un peu plus envie, et puis pas leur donner l'impression qu'ils financent tout à eux seuls. Voilà, donc on leur dit c'est un film à 2,5 millions. Donc je crois que le film de Léo, il est officiellement à 2,5 millions, mais ce qui a été dépensé vraiment en cash pur, c'est peut-être juste autour de 2 millions. Bon, peu importe. Mais en gros, ce film-là, il ne se serait pas fait à ce prix-là aux États-Unis, il se serait fait à 800 000 dollars. Les gens auraient été beaucoup moins payés, et moi j'aurais trouvé 100 donateurs, enfin qui ne sont pas des donateurs, des investisseurs, à qui j'aurais vendu pour 8 000 euros, et ils auraient détenu le film. Je leur ai dit, si ça cartonne, vous aurez 1% du truc. Et donc j'aurais été voir 100 gars et je leur aurais vendu des parts du film. Donc c'est un autre métier, parce qu'il faut avoir un réseau de riches et les convaincre, et faire beaucoup de... On aurait fait comment on appelle ça, une bande-annonce, vous voyez ce que je veux dire, on aurait fait en prévendant le tueur. Parce qu'on se serait adressé à des non-professionnels du cinéma, à des riches, tu vois, un mec qui a fait fortune dans je sais pas quoi, dans le bâtiment, et on lui dit, tu veux pas acheter un part d'un film, ça fait rêver. Et on lui aurait montré un petit trailer, tu vois, avec des effets spéciaux, avec les enfants qui se transforment. Ça aurait été un autre truc, quoi. Voilà. Et qu'en France, le système, il est bâti, il est régulé, c'est-à-dire c'est pas de la subvention, il n'est pas majoritairement privé. C'est ni privé ni vraiment public, c'est un système qui est régulé par l'État. Donc il y a des obligations de certains acteurs d'investir. Et c'est ça qui fait la spécificité du système français, quoi. Et donc moi, j'ai été voir des gens comme Canal+, ou Ciné+, ou une région, ou etc. Voilà, Canal+ avait une obligation d'investissement dans le cinéma français, et ils étaient ravis d'avoir un projet de genre qui correspond à leur public, donc ils étaient absolument ravis
le faire. Ils l'auraient fait, même s'il n'y avait pas eu de système de régulation. Mais là, ils étaient encore plus incités à le faire et le montant qu'ils mettaient était peut-être plus important que ce qu'ils auraient fait dans un pur système de marché, quoi. Tu as travaillé sur une coproduction franco-colombienne Ouais, avec le film Rente de Bien ouais. et de Franco Loli. Et ça s'est passé comment, là, du coup, quand on fait une coproduction avec l'Amérique du Sud? Oh, bah, c'est hyper simple. En fait, c'est un type qui est colombien, mais il a été au lycée français. Donc, il parlait français et il est venu faire ses études en France. Donc, il est venu à la FEMIS. Il a fait un très très beau court-métrage, mais qu'il a tourné là-bas, en Colombie, et qui racontait une histoire d'adolescent et de sa mère. Et le film a eu un succès très important en France. Il a gagné le Grand Prix à Clermont. Voilà, c'était un film que tout le monde avait vu et beaucoup aimé cette année-là. Et du coup, moi, je lui ai proposé de faire un long métrage ensemble, mais qui serait tourné en Colombie, qui serait la suite de son travail colombien, quoi. Et donc, j'ai signé le projet en France, on l'a développé en France, et on pensait trouver la moitié de l'argent en France et la moitié de l'argent en Colombie, puisqu'il y a des subventions pour aider le développement du cinéma colombien depuis quelques années. Et très naturellement, en fait, on est allé ensemble. Enfin, il m'a reçu dans son pays, on a rencontré des producteurs, puis c'était compliqué parce qu'on les connaissait pas, donc les Colombiens, ils peuvent être flippants, quoi. Et non, mais je plaisante bien sûr, mais en gros, c'était un peu des vieux crocodiles et nous, on était jeunes et on se disait, mais c'est compliqué parce qu'en gros, le film a de bonnes chances d'avoir l'équivalent de l'avance sur recette colombienne. Ça faisait quoi, 300 000 euros, c'est énorme, hein. Donc, il va être versé à cette boîte et on ne sait pas ce qu'elle va en faire. On ne les connaît pas, les gars. On les a rencontrés 2 fois ou 1 fois. Enfin, voilà. Du coup, Franco a créé sa société. L'idée, c'était qu'au moins, il encaisse l'argent sur une boîte qu'il contrôlait, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, après, moi, on a trouvé une sorte de boîte de prod qui faisait un peu prestataire et qui a aidé à fabriquer le film sur place. Mais en gros, c'était une histoire entre moi et le réalisateur. Tout l'argent, on le contrôlait, quoi. Voilà, c'était le début, quoi. Et puis lui, il se disait que comme ça lui permettrait de poursuivre l'aventure et de produire des jeunes auteurs colombiens. Ce qu'il continue de faire et ce qu'on continue de faire ensemble. Là, on va coproduire un film ensemble, colombien, ouais. Donc là, on est plus sur un système qui se rapprocherait plus de ce qui se passe en France plutôt que... Les cinémas américains ont tendance à avoir construit leur modèle plutôt sur un modèle européen que sur un modèle américain, ouais. Les plus proches, c'est dans les Argentins et les Chiliens. Après, les Colombiens et les Mexicains sont un peu sur un autre modèle, mais tout ça est plutôt... Enfin, c'est assez facile pour le cinéma français de coproduire avec l'Amérique latine. Tu peux nous expliquer le rôle du distributeur et du vendeur international ? Ah bah ouais, c'est simple. Le producteur, il fait le film, il le produit à un seul exemplaire. Et le distributeur, il le multiplie en exemplaires et il le vend à des lieux de vente qui sont des cinémas. C'est comme si moi, je m'occupais de travailler avec l'auteur pour écrire le livre et que le distributeur, il se débrouillait de le multiplier en plein d'exemplaires et de le mettre, de s'assurer qu'ils sont en rayon chez Auchan, mais aussi dans telle librairie, etc. Et le distributeur, évidemment, peut avoir plusieurs stratégies. Est-ce que c'est un film qu'on va mettre que dans les multiplex ? Est-ce qu'on va le mettre dans le réseau du cinéma d'auteur ? Est-ce qu'on va afficher ? Est-ce qu'on va plutôt faire de la pub dans la presse ? Donc le distributeur, en gros, on les connaît, il y en a plusieurs catégories. Il y a ceux qui viennent des gros groupes. Donc, par exemple, toutes les majors américaines, elles ont une filiale de distribution en France. Donc, vous avez Universal, etc., Sony, etc., etc. Vous avez les groupes français, donc Gaumont, Pathé, Canal+, les chaînes, hein, chacune ont leur bras armé dans la distribution. Et après, vous avez des indépendants qui vont plutôt... alors, il y avait une couche intermédiaire avec le Pacte, Métropolitane, etc. Et puis après, vous avez vraiment le cœur de l'indépendance, qui sont Pyramide, Ad Vitam, Diafana, etc., qui vont plutôt faire du cinéma d'auteur et intervenir dans le champ du cinéma d'auteur. Enfin, c'est-à-dire les salles d'arrêt, c'est quoi. Et donc, ce distributeur, il est important parce qu'il va déterminer un peu, il va donner... si vous arrivez chez UGC et
que le film le film est défendu par un tout petit distributeur indépendant, ça va pas être très crédible, quoi. Enfin, voilà, c'est sûr que c'est pas la même chose si vous arrivez avec Sony. Donc voilà, c'est... Donc il y a une cohérence à trouver forcément dans tous les acteurs, bien sûr jusqu'à la diff. Ouais, généralement, elle se fait toute seule, la cohérence en général. Mais dans le cas d'objets un peu bizarres comme la dernière vie de Simon, c'était pour anticiper la question sur la distribution. C'est vrai que c'est un distributeur indépendant qui a cru au film et qui s'est dit, mais il est super ce film. Mais c'est vrai qu'après, il était... il avait pas la... On va en parler. Ouais, voilà. Oui, on a eu vent. Et du coup, le vendeur international? Et le vendeur international, en gros, c'est un intermédiaire qui vend sur les marchés. Il y a des marchés. Le Festival de Cannes, c'est un marché, hein, par exemple. Les gens ont des stands et ils vendent leurs films, quoi. Et donc, le vendeur, il le vend à des distributeurs, mais étrangers. C'est-à-dire que vous avez, disons, votre film qui est distribué en France par Ad Vitam ou Gaumont. Et bien, vous avez un vendeur international qui, lui, va aller démarcher les Gaumont espagnols, allemands. Voilà, donc il s'occupe de la commercialisation du film dans les autres territoires. Donc c'est des mandataires, quoi. Ils sont mandatés par le producteur pour vendre le film en son nom. Est-ce que c'est une légende ? Enfin, est-ce que tu penses que c'est une légende le fait qu'on dise que les distributeurs français sont frileux quand il s'agit de distribuer des films de genre ? Frileux, plus on est proche du marché, plus on est frileux, en fait. Je pense que c'est le principe... Les commerçants sont pas... je veux dire, ceux qui conçoivent ou ont le plaisir de s'amuser à inventer des trucs, ils peuvent s'amuser à être audacieux, mais quand vous êtes au plus près du commerce et de l'argent qui rentre ou qui rentre pas, vous en sentez les conséquences immédiates. Donc, frileux, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, ils sont au plus près de la dure réalité du marché, on va dire. Donc naturellement, c'est peut-être eux qui vont être le plus effectivement réticents à l'innovation. Après, sur la question spécifique du genre, je pense que c'est pas eux qui sont frileux, c'est la structure du public et de la fréquentation qui ne favorise pas le film de genre en France. En gros, en France, on a un public qui est important, qui est le plus important d'Europe, mais qui a la spécificité d'être d'un côté très clivé, quoi. C'est-à-dire d'un côté, vous avez en gros des personnes âgées qui vont voir des films d'arrêt-essai et qui fréquentent la salle d'arrêt-essai. Donc c'est le prof retraité, lecteur de Télérama, qui aime aller à la salle qui est près de chez lui, à Angers ou à Tours, et où il va retrouver ses copains. C'est un lieu important, c'est une de ses sorties de la semaine, quoi. Je caricature un peu, mais en gros, c'est ça, pour vous donner l'idée, c'est l'infirmière, le prof, voilà, Télérama, ils écoutent France Inter et ils vont à la salle d'arrêt-essai. Et ce public-là, il n'a pas... culturellement, aujourd'hui, il va pas voir des films de genre parce qu'il n'est pas né dans cette culture-là, que c'est pas son délire, quoi. Et on va pas lui en vouloir. Et à l'opposé, de l'autre côté, vous avez un public de multiplex, qui peut être plus jeune, mais qui est massivement influencé par la publicité que fait le cinéma américain. Et c'est très difficile de concurrencer sur ces terrains-là. Pour un jeune aujourd'hui qui a 14 ans, vous avez d'un côté des studios qui investissent des millions et des millions en marketing pour promouvoir Hunger Games ou des films qui peuvent être très bien en plus de... Ouais, les Avengers, tout ça. Voilà, les Avengers qui reposent sur des franchises qui ont déjà une notoriété énorme avant même d'être des films, parce qu'ils ont été des livres ou des choses ou des comics ou des machins, et c'est très très difficile pour une industrie européenne d'aller concurrencer le genre sur ce terrain-là, sur ce public-là, parce que ce public il est déjà marketé et préempté par le cinéma américain et ses studios. Voilà. Donc en gros, c'est très compliqué. Vous faites un film de genre aujourd'hui, vous avez des lecteurs de Télérama qui ne voient pas pourquoi ils iraient voir ça, et des jeunes qui disent mais moi cette semaine j'ai Hunger Games et Avengers. Et c'est très difficile de se faire une place là-dedans, quoi. En France, il y a une tradition d'auteurs, réalisateurs. Le métier de scénariste n'est pas assez mis en avant. Enfin, on trouve souvent. Selon toi, pourquoi les producteurs n'insistent pas plus pour qu'ils soient un petit peu, qu'ils interviennent un petit peu plus
C'est pense, compliqué pour moi de répondre à la pour question tout parce que moi je suis marié à une scénariste et on travaille beaucoup ensemble et avec beaucoup de joie et je peux pas être plus conscient de l'importance que ça a dans la réussite d'une œuvre. Donc moi je suis d'accord. Hein, je comprends pas pourquoi. Je suis d'accord, je comprends pas non plus quoi. Et je comprends pas pourquoi ils sont pas mieux payés, mieux considérés. Mais du coup, ta compagne doit soulever ce genre de problème, non, quand même, à table? Bah non, puisque entre nous ça se passe bien. Donc, Non, mais pas dans ta boîte de production, autour, ouais. dans le paysage, on va finalement, dire. en fait, ce qui se passe, c'est que techniquement, en fait, jusqu'à peu, il y avait peu de formation. Donc les façons de devenir scénariste, c'était soit parce que tout d'un coup ça vous arrive, vous avez un copain, ou je sais pas, vous y êtes mis, vous étiez romancier, puis tout d'un coup, je sais pas, ça vous a pris d'un coup. Enfin, je sais pas, des parcours de vie en tout cas. Maintenant, ou alors vous avez fait la Fémis, quoi, parce qu'il y avait que ça. Et ma femme, elle a fait la Fémis. Et du coup, ce qui se passe, qui est un autre phénomène bizarre, c'est que pendant longtemps, en gros dans les années 60-70, la nouvelle vague française, on a pensé que le geste le plus important dans le cinéma, c'était la mise en scène. Et donc l'important, c'était d'être un metteur en scène et d'exprimer une sorte de moi profond, et que du coup l'écriture n'était que... ne pouvait pas être confié à quelqu'un d'autre, puisque si je m'exprimais moi en tant qu'artiste, je pouvais pas déléguer ça à quelqu'un d'autre. Donc en tant qu'auteur français, j'écrivais mes scénarios et puis je les tournais et ce qui allait faire la signature de mon travail, c'était ma capacité à mettre en scène, quoi. Et en fait, je sais pas, on en est un peu revenu et on s'est rendu compte que peut-être le cinéma français était dans sa grande majorité un peu sous-écrit à un moment. Et que quand on regardait un film américain, on était captivé par quelque chose qui tenait pas seulement aux effets spéciaux ou au décor, etc., mais à la qualité de la dramaturgie. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc, c'est que les gens qui étaient formés en scénario à la Fémis, ils se sont rendus compte que ils disposaient de l'outil essentiel pour faire un film, qui était le scénario. Et en gros, ils se sont dit autant réaliser nous-mêmes. Et donc, tous les scénaristes se sont mis à réaliser. Et du coup, il y a eu une sorte de pénurie de scénaristes. Et dans la génération de ma femme, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Donc, elle est très demandée. Du coup, elle ressent pas une manque de considération du métier de scénariste. Elle ressent le fait que il n'y en a pas beaucoup et qu'il n'y en a pas beaucoup de bien formés et qui ont un peu d'expérience. Donc, aujourd'hui, elle reçoit plutôt 10 fois plus de demandes qu'elle ne peut y répondre. Donc, la question pour elle, c'est plutôt de faire le bon choix, être avec un réalisateur qu'elle aime bien. Mais c'est pas de chercher du travail. Ça, il y en a beaucoup trop, du travail. Mais c'est un truc intéressant hein, sur le scénario. Bon, pour éclairer cette question, vous allez voir que, par exemple, si vous prenez les réalisateurs sortis de la Fémis ayant réalisé des films, plus de 50% sont des scénaristes. Et tous ceux que vous connaissez spontanément sont des scénaristes. Et après, l'autre partie, dans les 50%, ce sera des monteurs, des producteurs ou des chefs-op. Et absolument jamais des gens qui ont fait la section réalisation. Voilà. Mais voilà, par exemple, je sais pas, Thomas Caillet, scénario. Julia Ducournau, la réalisatrice de Grave, scénario. Rebecca Zlotowski, dans un autre genre, hein, scénario. Céline Sciamma, scénario. Donc voilà. Ça explique aussi à l'envers pourquoi les scénaristes, eux, qui décident de vraiment être scénaristes, ils ont du boulot, quoi. C'est quoi qui te fait vibrer à la lecture d'un scénar ? C'est pas facile hein, comme question. Quelles sont les qualités d'un scénario ça dépend de l'ambition du texte, mais en tout cas, je peux sur la dernière vie de Simon, ce que je trouvais génial, c'est que c'était extrêmement bien construit. Et je trouvais que les auteurs avaient assimilé les règles du récit de façon absolument stupéfiante et qu'ils étaient même à la page de ce que le spectateur attend ou a envie. Et ça, c'était très agréable. Ouais. Il y avait un sens du récit qui était non seulement inné, mais en plus l'aboutissement d'un long travail. Quoi. Et est-ce que c'était pareil, par exemple, pour un projet complètement différent comme Juste la différence, c'est que
La dernière vie de Simon, il est arrivé, je sais pas ce qu'en penserait Léo, à quel stade du travail, mais il était déjà très avancé. C'est-à-dire qu'on parlait déjà d'un truc qui était déjà une cathédrale, quoi. On a beaucoup travaillé, je saurais pas dire quelle est la part. Est-ce qu'on a refait, est-ce que on a fait les 20% ensemble ou est-ce que c'était 30%? Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de très abouti. Chez Sherazade, ça a commencé de zéro. Donc, Donc c'est là, sur une sorte de pitch que tu t'es dit, voilà, ok. Oui, voilà, il m'a dit j'ai lu un fait divers. Il y a un mec qui s'est fait arrêter dans le centre-ville de Marseille. Il vivait avec 2 prostituées, mais pour la police, c'est du proxénétisme, mais eux, ils disent que c'est une histoire d'amour. C'était juste ça. Et on a dit, ouais, super, on y va. Enfin, c'est une bonne situation, quoi. Enfin, la différence entre le. Oui, le point de vue, quoi. Ouais, le point de vue, quoi. C'est clair. Pour l'État, c'est un crime, et pour eux, c'est une histoire d'amour. Ouais. Pour trouver les financements de ce film-là, ça a été compliqué. Je sais qu'au début, vous avez fait le prix de la Fondation Gann, donc je sais que ça. Non, en fait, c'est pas du tout. Alors, c'est pas au début, c'est à la toute fin déjà. C'est à toute fin. Ouais, D'accord. toute fin, c'est le dernier truc, je crois. Non, en fait, ce qui est bizarre avec Sherazade, c'est un bon exemple, c'est que c'est pas du tout un film qui est. Enfin, ça dépend de l'endroit où on se place, mais ou le moment, mais c'est un film qui a été atrocement dur à financer et absolument pas dur à financer. C'est-à-dire que au départ, on écrit une première version. En gros, il y a une première un travail qui dure peut-être 1 an et demi, quoi. Et à l'arrivée de cet 1 an et demi, tout le monde trouve ça horrible, quoi. Quand tu dis tout le monde, c'est qui? Ouais, j'ai quelques distributeurs, Canal+, l'Avance, on se fait jeter au premier tour, ils passent même pas le premier tour. Oui, une sorte de rejet, quoi, généralisé, et en gros, les gens disent oui, d'accord, enfin ça se passe dans un monde qui est horrible, et ce qui se passe c'est horrible, et en fait on n'a pas du tout envie de voir ça, quoi. Et du coup, il y a un deuxième travail qui dure peut-être un peu plus d'1 an, au terme duquel on arrive à raconter une histoire là-dedans sans juste exposer un monde horrible, en gros. L'histoire d'amour, tu veux dire, peut-être? Ouais, non voilà, c'est ça. Et c'est ça, en fait. Et là, tout le monde a dit « Ah, c'est génial !» Et puis, du coup, on a tout eu. Non, mais c'est vrai. Et du coup, le film est très, très facile à financer parce qu'il a rempli toutes les cases qu'on pouvait remplir. En gros... Et vous êtes rendu compte que l'histoire d'amour n'était pas assez mise en avant après coup? Mais il n'y avait pas que l'histoire d'amour, il n'y avait rien. Enfin, c'était pas d'accord. assez abouti, quoi. C'était pas bien, quoi. C'était pas bon, quoi. Mais voilà, il faut du temps pour. Voilà, c'est ça, une exactement. œuvre, hein. Ouais, Il faut donc, des avis extérieurs, ça c'est très important. Ouais. Et donc il y a eu une sorte d'électrochoc qui permet de se rendre compte qu'on est vraiment. C'est pas qu'on est. On n'y est pas encore, c'est qu'on était loin, quoi. et donc voilà. Et une fois que ça a été là, et moi c'est ce que je pense, en fait, il y a pas. C'est rare que les films soient difficiles à financer. Moi, j'ai pas de problème pour financer les films. J'ai jamais eu de problème pour les financer, à part peut-être pour La dernière vie de Simon, mais pour des raisons très particulières de marché. Mais j'ai des films qui sont pas assez aboutis, ou pas encore assez aboutis, mais il n'y a pas de difficulté à financer un bon film dans le cinéma français. C'est pas possible. Il y a trop d'intervenants, il y a... ou alors c'est parce que vous êtes dans une niche d'un genre particulier pour lequel il n'y a pas de public. Ça peut arriver. Et ça, c'est chiant. Mais si vous avez... typiquement, Sherazade, c'est un film qui appartient, on va dire, à la sphère du cinéma social, réaliste, quoi. Qui prétend raconter une histoire dans un monde social qui existe aujourd'hui. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Si le film est bien, vous trouvez de l'argent pour ça, quoi. Si vous n'y arrivez pas, c'est que votre film n'est pas bien. Ouais, donc tu disais pour le budget final, Sherazade, c'est pareil que David Simon, c'est 2 millions, entre 2 millions et 2 millions et demi, je pourrais plus vous dire, c'est 2,2 ou 2,3. D'accord. Tu as précisé pendant la cérémonie, quand vous avez reçu notamment la récompense du meilleur premier film, tu as dit que tu n'étais pas loin de la faillite pendant le film. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce détail? Eh ben... Comme je vous disais, c'est pas forcément au niveau du financement que le problème se pose, mais plutôt c'est que le temps de l'écriture, il est hyper dur à quantifier et que souvent c'est très très long en fait. Et c'est donc très difficile de savoir quand on va produire un film
Et ce côté hyper aléatoire et indécis pose des problèmes de trésorerie, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez pas expliquer quand vous payez un loyer, vous pouvez pas dire ah ouais mais en fait je vais avoir un boulot mais c'est peut-être le mois prochain, c'est peut-être dans 6 mois, votre propriétaire il attend le loyer tous les mois, quoi. Donc c'est exactement le problème d'une boîte de production comme la mienne, c'est que je développe pas beaucoup de projets parce que j'ai l'impression que si j'en développe trop, j'y mettrai pas assez d'énergie dans chacun. Donc j'en développe peu pour concentrer mon énergie et puis c'est au moins je suis sûr de faire ce que je désire et que j'aime passionnément. Le problème, c'est que, très concrètement, en tout cas sur Scheherazade, j'avais prévu qu'il rentrerait en financement et donc que je lèverais de l'argent pour le fabriquer au terme de la fameuse première année d'écriture, ou je sais plus, ouais, à peu près 1 an et demi, quoi. Donc je m'étais dit, en 2016, je tournerai ce film. Et en 2016, tout le monde nous a dit, ah non, ça n'y est pas du tout, les gars. Et du coup, faut le temps de... C'est pas si simple, quoi. Il y a déjà 3 mois où on est juste assommé, ou peut-être 2 mois, j'en sais rien. Et puis après, il faut se dire, mais par coup on reprendrait le truc. Et du coup, on repart pour 1 an et demi, quoi. Et pendant cette année et demie, la société avait pas de quoi payer les salaires et les loyers, ouais. Donc elle était en faillite. Voilà. T'as des salariés? On est... En fixe, hein, on va dire. Ouais. 3-4, quoi. Et donc, tu peux juste, sans rentrer dans les détails, mais peut-être nous expliquer comment ça se passe quand tu rentres en faillite? Non, mais en faillite, non, c'est pas... Enfin, c'est comme n'importe qui, c'est juste que... Enfin, n'importe qui dans ses situations personnelles, quand tu payes pas tes factures, on t'envoie des recommandés. Enfin, c'est ça, c'est pas D'accord. plus que ça, quoi. Donc, t'as temporisé, quoi. Voilà, c'est ça. Si on résume. D'accord. Non, mais en fait, j'ai des associés, donc qui sont des gens plus âgés, plus expérimentés, plus riches aussi, et qui avaient investi dans ma société et qui m'ont aidé le temps de... Donc, de chez Epithète. Voilà, c'est ça. Ouais. Qui ont donc payé mes factures, en gros, le temps que ça se mette en production, quoi. Est-ce que c'est tes mentors, un peu? C'est des mentors pour toi? Je sais pas si c'est le bon terme, c'est vraiment des amis et des compagnons, mais mentor supposerait qu'on fasse un peu la même chose et que je m'inspire d'eux. Or, on fait pas du tout le même cinéma. Et du coup, et c'est ça qui nous plaît, en fait, c'est de pas faire la même chose et qu'ils comprennent rien à ce que je fais, je comprends rien à ce qu'ils font. Enfin, j'exagère à peine, mais c'est comme si j'avais un restaurant italien et eux un restaurant de fruits de mer. Je saurais pas faire leur métier, ils sauraient pas faire le mien. Après, c'est de la restauration, quoi. Voilà. Ils m'ont beaucoup appris en termes de business, de négociation, de trucs comme ça, où je fais pas du tout mon truc, moi. Mais... Tu penses que c'est quoi tes qualités de producteur? Je suis extrêmement beau. Je peux le dire parce que c'est une émission radio. Non, moi c'est plutôt l'écriture, ouais, clairement, c'est ça qui m'amuse. En tout cas, c'est là où je suis le plus, le plus excité, le plus investi, où je travaille le plus, quoi. Et j'ai l'impression qu'après le reste, c'est pas forcément que je suis pas bon, mais Quand tu dis l'écriture, c'est que t'as une capacité à trouver le potentiel dans un film, enfin à déceler le potentiel, c'est ça, dans un scénar? Non, c'est accompagner le déploiement de l'écriture. C'est vraiment ça qui m'amuse, la structure, toutes ces questions-là, avoir le recul en fait qu'a pas l'auteur et pouvoir lui dire, lui donner les bons conseils pour avancer. C'est souvent la phase la plus difficile, hein, pour moi, c'est là que je joue beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que c'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement long, c'est mal payé. C'est difficile de mobiliser d'énormes budgets en écriture. Du coup, ça veut dire que si c'est un petit budget et que c'est long, ça veut dire que c'est mal payé. Enfin, c'est mathématique. Du coup, c'est une période de grande solitude pour le réalisateur. Il est tout seul ou alors avec une co-scénariste, mais en gros, il voit pas beaucoup de gens. Il est beaucoup chez lui. Il sait pas quand ça va se terminer. C'est une période qui est difficile, quoi. Et en même temps, c'est là que tout se fait, parce que quand on prend le cas de Scheherazade, par exemple, ou le cas de Léo, une fois qu'on a un super scénario et qu'on le finance, mais après, ça déroule, quoi.
Enfin, je dis pas que c'est pas facile, enfin que c'est facile ce qui se passe après, mais en tout cas, ouais, si, c'est à côté de ce que ça a été avant, c'est facile. On embauche des gens, et après on choisit est-ce que la robe elle est rouge, est-ce qu'elle est bleue. Mais on est moins seul. Mais on est moins seul, et puis surtout il y a du réel, quoi. Enfin, on doit choisir la robe rouge et la robe bleue que vous présente la décoratrice. Quand on est tout seul chez soi, on sait même pas si c'est une robe ou un short, si elle est violette ou s'il n'y a pas de robe. Enfin, c'est abyssal, quoi. Donc généralement, quand on commence la fabrication, il s'agit d'être intelligent et malin et passionné, mais on est vraiment dans un autre délire, quoi. Mais moi, bizarrement, c'est la période que je préfère. Parce que peut-être j'ai l'impression d'être aussi le plus utile. Une question juste pour revenir sur Sherazade. Quand vous avez reçu donc, les prix, comment ça s'est passé ensuite, après avoir reçu les prix? Est-ce que tu as senti un changement? Est-ce que tu as reçu, enfin je sais pas, vis-à-vis de... Ma femme a été hyper sympa pendant au moins 2-3 semaines. On imagine que ça ouvre peut-être des portes sur Oui, les plus perspectives, que ça ouvre. de distributeurs ou... Oui, il y a une non prime au succès dans le cinéma. On vaut toujours ce que le dernier film qu'on a fait, en fait. Ça vaut pour les acteurs, les réalisateurs et les producteurs aussi. Donc, forcément, on a plus tendance à vous faire confiance. On regarde différemment vos projets. On vous reçoit plus facilement. Oui, tout est plus facile, c'est sûr. C'est un métier qui est assez cruel là-dessus, hein. C'est-à-dire que comme c'est un métier dans lequel il y a... ce qui caractérise l'économie du cinéma, c'est la difficulté d'information. C'est-à-dire que personne ne sait ce que vaut le projet qu'on lui présente. Et c'est très, très difficile à évaluer. Et c'est cette incertitude qui caractérise tout le métier. Tous les rapports sont déterminés par « je ne sais absolument pas comment évaluer ce que tu me proposes ou ce que tu... » Donc, évidemment, dès que quelqu'un... a fait quelque chose qui était bien, on se dit, bon, bah ça, au moins, j'en suis sûr. Et il a fait Sherazade, c'est peut-être... Je peux l'évaluer en me disant, je trouve ça moyen, et c'est moyen en termes financiers, mais c'est déjà moyen. C'est pas rien, ou inconnu, ou je ne sais pas. Donc, tout ce qui permet de donner une information à votre interlocuteur va être démultiplié dans le cinéma, quoi. Voilà. Parce qu'il y a une incertitude permanente. Comment tu fais justement pour améliorer en fait les scénarios que tu produis justement dans ce travail de développement que tu aimes bien Ouais. Faudrait prendre des exemples précis, mais... Sur Sherazade par exemple, parce que ça a été le cas, ou plus sur la dernière vie de Simon, alors que sur la dernière vie de Simon c'était déjà plus ou moins élaboré, ouais. Il y avait déjà plusieurs années d'écriture. Ouais, c'est dur, hein. C'est-à-dire que l'idée c'est de constituer une équipe en fait, et de travailler ensemble. C'est ça qui marche bien, quoi. En tout cas dans l'écriture de scénario, et c'est difficile en tout cas quand on est seul, de maintenir une qualité à l'échelle de la scène, du dialogue, que la scène elle soit naturelle ou elle soit comme ça, elle ait un charme évident, et avoir une qualité à l'inverse de toute la structure de l'ensemble, quoi. Et donc, il faut être plusieurs pour pouvoir naviguer sur ces différents niveaux de construction. Et donc, je pense que c'est ça, le but du travail, c'est d'arriver à distinguer ces différents niveaux pour arriver à travailler à la fois à l'échelle de la scène et à la fois à l'échelle de la structure, quoi. Bon, parlons de la dernière vie de Simon. Ok. Hein ? Pour de bon, cette fois-ci. Comment le scénar il est arrivé dans tes mains ? Non, il est arrivé par courrier à Épithète. Et là-dessus, il y avait une comment on appelle ça, une dame qui était chargée du développement, en gros, qui lisait pour eux, qui lisait plein de trucs, qui défrichait, et qui a lu le truc et dit waouh, quand même, c'est pas rien ce truc-là, et qui l'a fait lire donc à mes investisseurs associés, quoi, d'Épithète,
qui eux se sont dit ah oui c'est vrai, c'est quelque chose, mais voilà, c'est des gens qui approchaient la soixantaine et ils se disaient c'est peut-être un peu jeune pour nous, quoi. Est-ce qu'on saura accompagner ça? Est-ce qu'on n'est pas un peu vieux par rapport à ce que ça raconte, quoi? Et donc ils me l'ont passé, mais comme ça arrive souvent, enfin voilà, ils me disent ah tiens il y a ça, tu dois regarder. Et moi j'avais même pas terminé le scénario que je les avais appelés. C'est vrai, en plus c'est vraiment passé comme ça. Et tu peux nous parler de ta rencontre avec eux deux Avec Léo, Sabrina. ou avec Léo? On est allé dans un et resto Sabrina, japonais. Moi, j'étais très convaincu. Et après, enfin, par le texte, et quand je les ai vus arriver, je me suis dit ah ouais, on vient d'univers très différents quand même. Tout d'un coup, ça devenait concret, quoi. Moi qui, quand même, avais surtout travaillé dans le cinéma d'auteur, voilà, réaliste, souvent social, etc. Et eux qui arrivaient d'un cinéma américain, de genre, de divertissement, etc. On n'avait pas du tout la même culture, quoi. Et donc, c'était assez marrant. On se regardait un peu en chien de fusil et... Enfin, pas en chien de fusil, mais avec curiosité, quoi. Et je me souviens que Léo, qui pourtant, Dieu sait s'il était heureux d'avoir enfin un producteur qui s'intéressait à son projet, il m'a quand même dit, mais excuse-moi, mais c'est quand même bizarre, vu les films que tu as produits, pourquoi est-ce que tu veux produire ce truc, quoi? Est-ce que tu es sûr? Est-ce qu'il n'y a pas malentendu? Et moi, j'avoue que j'avais pas de doute parce que... Parce qu'en fait, je voyais, pour travailler depuis longtemps, enfin depuis un moment, je voyais bien la qualité intrinsèque de leur travail, peu importe si c'était dans un genre qui m'était un peu étranger, voire totalement inconnu. Je savais que c'était quelque chose qui était intrinsèquement cohérent, quoi, que c'était un truc, c'était un boulot de ouf en scénario, quoi, et que c'était une proposition extrêmement enthousiasmante. Et c'est vrai, sur lesquels j'étais débutant, mais moi ça m'amusait, quoi. Du fait que le film soit inspiré du cinéma de Spielberg, est-ce que tu as eu des difficultés à réunir le budget ou est-ce qu'on t'a dissuadé de produire le film au prétexte que c'était justement un film de genre et que c'était pas dans tes habitudes de production? Alors, les gens n'avaient rien à faire que ce soit pas dans mes habitudes. Ce qui les intéresse, c'est est-ce que c'est dans leurs habitudes à eux. En gros, je savais un peu comment ça allait se passer. C'est parce que j'avais déjà un peu étudié la question. Et donc, je savais qu'en gros, la télé, typiquement Canal+, Ciné+, etc., eux, c'était un très bon programme pour eux. Le film allait devenir un bon programme de télévision. Donc, eux, ils sont demandeurs. Ils ont longtemps cherché à développer le cinéma de genre en France. Ils avaient fait French Fryer, par exemple, etc. Donc, eux, je savais que ce seraient des partenaires qui allaient être convaincus tout de suite. Et c'est vrai que très vite, ils ont été hyper chaleureux. Ils nous ont donné des conseils. Ils nous ont fait un peu réécrire. Mais honnêtement, on savait qu'ils seraient avec nous et que déjà, il y avait un tiers du budget enfin, voilà, qui était déjà couvert, quoi. Comme ça. On savait qu'il y avait un autre pôle qui allait être très demandeur, ça allait être les vendeurs étrangers. C'est-à-dire que eux allaient dire, mais nous, le cinéma de genre se vend bien en général à l'échelle mondiale. Donc eux, ils allaient se dire, nous, on trouvera les marchés, que ce soit américain, chinois, ouzbek, on saura à qui le fourguer, quoi. On aura des clients, quoi. Et donc, on savait qu'on allait pouvoir compter là-dessus. Et après, je comptais sur le fait que le tournage était en France, donc j'allais pouvoir compter sur le crédit d'impôt et sur une aide régionale. Et assez vite, ça s'est bien concrétisé avec la Bretagne qui nous a suivis, tout allait bien. Donc, il restait la question... voilà, la question, c'était l'avance sur recette ou pas, et une télé ou pas, une télé en clair. Et très clairement, pour les deux, c'était pas possible. Et j'espérais que sur un malentendu, il y en ait un des deux où ça marche, mais j'ai jamais réussi. C'est-à-dire qu'en gros, les télés en clair, aujourd'hui, qui regardent la télé, c'est les vieux. Donc, les chaînes publiques, par exemple, je me souviens de l'acheteuse de France 3 Cinéma, qui est une femme très intelligente, adorable et pleine de goût, qui m'a dit ton truc il est canon, c'est juste que mes spectateurs ils ont plus de 65 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je la comprends. et la subvention, l'avance sur recette, il y a rien à faire. Il y a un blocage culturel
que je me roule pas par terre en disant que c'est horrible. Je dis juste, il faut accepter, le regarder en face. Il y a un blocage culturel autour de à quoi on accorde une valeur artistique en France. Et voilà, culturellement, on est tous embrigadés à penser que la valeur artistique de quelqu'un qui raconte, je sais pas moi, son viol ou la déportation de ses grands-parents à Auschwitz a une valeur morale et artistique plus grande qu'un divertissement populaire. Je n'ai pas d'avis là-dessus, enfin, en tout cas, je ne fiche pas le débat, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Du coup, c'est très pratique quand on veut faire un des deux films, enfin, l'autre catégorie de film, mais quand on veut faire un film de divertissement, bah, ça marche pas, donc voilà, c'est pas possible. Donc, même si les gens se disent, ce serait quand même bien que le cinéma français s'intéresse à ça et c'est quand même bien écrit cette connerie et c'est quand même chouette et j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le lire, mais à la fin je donnerai la subvention à un autre film qui me semble être plus dans la définition de ce qu'est une œuvre d'art en France, quoi. Et voilà, et donc il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu de chaîne et du coup il y a eu un gros trou. Et ce gros trou devait être porté par le vendeur et puis ça s'est pas bien passé. Et puis, Mais avec le temps, tu penses que là, vous auriez pu réunir plus quand même en essayant d'aller chercher ailleurs, ou est-ce que vous étiez Non, vraiment là, plafonné, honnêtement, la solution c'était pas ça. C'était plus, en gros, l'idée c'est qu'en gros, si vous voulez, il me fallait 2 millions, j'en avais 1,5. Le vendeur m'a dit, bah moi je te mets 500 000 euros. Mais je prendrais des parts de coproduction et c'est de l'argent d'un investisseur, etc. Soit je prenais pas cet argent parce que je me disais cet argent n'existe pas, c'est du pipeau, et je faisais le film avec moins d'argent. Donc la solution c'était soit faire le film avec moins d'argent, réduire le budget parce qu'il n'y a pas d'argent, on peut pas l'inventer, quoi. Il y en a pas. Soit je tentais le truc un peu chelou de l'investisseur machin et effectivement cet argent n'est jamais arrivé et voilà. Et oui, j'avais oublié, je disais les télés ne voulaient pas, les subventions ne voulaient pas et les distributeurs évidemment ne voulaient pas puisque les distributeurs dépendent de la salle et que le public de la salle, je vous ai expliqué, il est soit c'est des quinquagénaires et plus plutôt portés sur la salle d'arrêt-essai, ou alors c'est des multiplex qui passent des films américains et comme vous payez le même prix, a priori, pour un film français à 2 millions et un film américain à 60 millions, bah, c'est normal pour un spectateur d'être un peu plus tenté par celui qui est à 10 millions, parce que vous payez le même prix. Donc vous étiez vraiment coincé, quoi. Voilà. Si on peut dire. Comment les financeurs, contributeurs, calculent-ils leur rapport financier ? Ça se fait en fonction de quoi ? Bah, du budget. Si c'est un film qui est à 2 millions et que vous mettez 500 000 euros, bah, vous dites bah, j'ai un quart des recettes, c'est logique. Du film et du coup de ses recettes. D'accord, mais je veux dire, si on prend l'exemple de, admettons, La dernière vie de Simon, ouais. Donc il y a eu Canal+, donc qui a été producteur, enfin qui a amené une partie oui, de. Oui, eux ils achètent les droits de diffusion et ils n'ont pas le droit de prendre de part de coproduction, c'est dans la loi en fait. On leur a donné l'autorisation d'émettre et en leur disant vous avez telles obligations, mais vous pouvez pas prendre des parts de copro, vous préachetez juste le droit de diffuser les films en primeur, quoi. Encore bon, c'est des aspects qui m'échappent un peu. Oui, c'est très encadré le cinéma français, donc il y a plein de choses techniques, mais c'est pas très intéressant. Enfin, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'en règle générale, les gens qui investissent, ils ont. Si vous investissez pour un quart du budget, bah, vous avez un quart du film et un quart des recettes, quoi. C'est assez simple. Ça, d'accord. Mais est-ce que, par exemple, tu peux avoir proposé plus qu'un quart, en fait ? C'est ça ma question. Comment tu évalues la part que tu vas prendre dans le film ? Enfin, comment ça se procède Tu veux dire pourquoi ils décident de mettre 500 000 et pas 1 million ? Voilà. Bah, parce qu'ils. Ils mesurent le risque. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Concernant le premier distributeur du film qui était Diafana, ils étaient partants, ils se sont rétractés. Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis Ils ont vu des premières scènes du film où ils l'ont vu fini. Non, ils l'ont vu fini, voilà, c'est ça. C'est parce qu'ils l'ont vu. Et en fait, ça correspondait pas du tout à ce qu'ils s'étaient imaginé. Et je crois qu'ils imaginaient un film, mais c'est vrai que ça aurait pu être ça, hein. C'est-à-dire un film d'auteur français, mais qui explore le genre.
Et je pense que vous en avez peut-être déjà croisé. Je sais pas, Vincent n'a pas d'écailles. On lui en a parlé, oui. Par exemple, celui-là où non, mais on pourrait en prendre d'autres. Ou je sais pas, peut-être La nuit a dévoré le monde. Peut-être, j'en sais rien. Enfin, je sais pas ce qu'ils imaginaient exactement, mais quelque chose qui, en tout cas, serait beaucoup plus une sorte de cinéma français d'auteur qui incorporerait les thèmes ou les savoir-faire du genre ou des thèmes narratifs, enfin voilà, qui proposerait aux spectateurs d'arrêt d'essai de naviguer dans un récit qui intégrerait voilà, des éléments surnaturels, ou etc. Mais en partant d'une tradition française et de cinéma d'auteur et du coup d'un public aussi de cinéma d'auteur à la fin, qui est le public du distributeur Diafana. Et quand tu as vu le montage, tu t'es pas dit, tiens, peut-être qu'effectivement on n'est plus dans leur ligne éditoriale ou quelque chose comme ça? Ah non, mais j'avoue que moi je le savais depuis le début. Je veux dire, j'avais parlé 2 minutes à Léo, j'avais compris qu'on partait pas du tout de ce point de départ-là. On partait d'un autre point de départ qui était plutôt j'aime Spielberg. Comment j'arrive à retrouver cette ambition dans une réalité française? Mais c'est exactement le contraire, presque en termes de trajet intellectuel. C'est pas je fais du cinéma d'auteur, mais tiens, si dans mon histoire de cinéma d'auteur, il y avait des vampires, c'est j'ai aimé Spielberg et comment je le tourne en Bretagne, quoi. Comment ça peut exister en Bretagne, cette fantaisie-là, quoi. Et donc, c'est un trajet inverse cinématographiquement. Et en termes de public, forcément, c'est l'inverse, puisque le résultat, c'est de faire un film populaire que vous pouvez aller voir avec votre tante et votre petite nièce au multiplex. Enfin, c'était ça l'idée, en tout cas, dans l'idée de Léo. Alors que Diafana attendait plutôt un film comme Vincent n'a pas d'écailles. Enfin, je donne celui-là, je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais qui s'est adressé très clairement à un public plutôt d'arrêt d'essai, qui est allé dans une salle d'arrêt d'essai voir une proposition française un peu nouvelle. Et donc Diafana, voyant que c'était pas du tout ce qu'il voulait, mais exactement le contraire, voyait plus comment le défendre, puisque il avait raison, son public aurait pas compris, quoi. Voilà. C'est le distributeur historique, tu vois, plutôt de Michael Moore ou des frères Dardenne. Donc c'est un autre type de public, quoi. Beaucoup plus social. Et du coup, comment ça se passe quand on se retrouve sans distributeur comme ça? T'avais prévu on quand cherche même un autre. Ouais, mais je veux dire, tu t'es pas dit, tiens, c'est quand même un peu c'est un peu la merde. T'as pas dit ça quand même? Je me suis dit, c'est la grosse merde, ouais. La grosse merde. En fait, c'est un cas qui arrive pas souvent, mais dans le métier, ça arrive. Un film où le distributeur en veut plus. Généralement, pour qu'il en veuille plus, il faut qu'il y ait des raisons très fortes, parce que c'est pas anodin. Ça crée du conflit avec le producteur, donc ça c'est pas bien. Et ça envoie aussi un mauvais signal, c'est-à-dire que pour les autres producteurs qui vont venir après, si c'est un distributeur qui a lâché des films, ça abîme son image et la confiance qu'on peut lui porter. Enfin voilà, ça fait tâche, quoi. Donc il faut des très bonnes raisons. Donc généralement, quand un film est abandonné par son distributeur, en général, c'est qu'il est indéfendable. Alors, soit parce qu'il est complètement raté, soit parce qu'il est complètement indéfendable vis-à-vis du marché. Enfin voilà. Donc généralement, quand vous avez un film qui s'est fait jeter, il a déjà 50% de chance de finir sur l'étagère. C'est-à-dire qu'il n'aura pas d'exposition, quoi. Il va être... Et moi, je me préparais à la possibilité statistique qu'il ait une sortie technique. C'est ce qu'on appelle une sortie technique, c'est quand on sort le film juste pour dire qu'il est sorti. C'est-à-dire vous pouvez le sortir à 11h dans un cinéma, voilà. Et comme ça, il est sorti. Techniquement, il est sorti, quoi. Ce qui permet de valider la procédure qui est prévue. Et par exemple, pour Canal+, de dire je peux le diffuser puisqu'il est sorti en salle. Donc le film à ce moment-là, dès qu'il y a un distributeur qui vous refuse le film qu'il avait préacheté, tous les autres se disent ça pue. Et donc ils partent avec un désir qui est inversé, ils partent avec du dégoût, quoi. Alors comment t'as fait? Je me suis pas découragé, je l'ai montré à tout le monde, un par un. Et donc là tu es tombé sur Jour de fête. Tout le monde. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ce qui est marrant... Plusieurs ont accepté d'ailleurs par la suite, parce que là, effectivement, on cite jour de fête, mais est-ce que tu en as... Non, absolument personne n'a accepté. Non, je crois que je l'ai montré à 17 distributeurs, donc on commence assez logiquement par le haut de la liste. On se dit, après tout, c'était un film pour les studios, dans son ambition, voilà, Spielbergienne, donc peut-être que c'est normal qu'un distributeur comme Diafana n'en ait pas voulu.
peut-être qu'il faut revenir justement à remontrer le film à Studio Canal, à Gaumont, à Pathé, etc. Donc une fois qu'on a fait Gaumont, Pathé, Studio Canal, Léo était encore là à ce moment-là Hein à faire la tournée là, comme ça, il était avec non, toi. non, à ce moment-là, il n'y a plus le réalisateur. On appelle des gens et on leur Est-ce dit. que tu te retrouves pas un peu seul finalement encore à nouveau Ah à ce ouais, moment-là là, c'est sûr, on est seul. Là. Mais c'est pas pareil, parce qu'avec Léo, on peut jamais être seul, parce qu'il prend toujours des nouvelles, il, est toujours, il soutient, il est adorable. Donc, non, j'étais jamais seul. Mais c'est vrai que c'est moi qui suis à la manœuvre au téléphone pour dire ouais, tu voudrais pas, j'ai fini un film, et je crois que c'est pas pour Diafana, tu devrais le voir quand même. En essayant de raconter une histoire qui soit pas complètement fausse, mais qui laisse un peu de place pour le désir au mec, parce que si je lui dis écoute, je l'ai montré à Diafana, vraiment il a trouvé que c'était de la merde et il était gêné. Il y a une manière d'amener les choses. Voilà, il y a une manière d'amener les choses pour quand même que le type se dise bon allez, organise-moi une projo, et puis je lui montrer quand même, quoi. Donc ça c'est mon travail, c'est d'arriver à raconter une histoire qui permette que le type se dise allez, vas-y. Donc ils l'ont tous vu et je pense que beaucoup l'ont apprécié. Parfois j'ai eu des réponses qui étaient très encourageantes, artistiquement en tout cas par rapport au film, en disant oh, putain c'est un super film, vraiment. Et donc les bravo. gros distributeurs n'ont pas voulu, pourquoi alors? Pour la raison que je vous ai expliqué, que j'arrête pas de vous répéter, c'est que le spectateur de la salle d'arrêt d'essai n'est absolument pas intéressé par ce genre de film, et que le spectateur du multiplex ne vient que s'il est matraqué pendant des jours et des jours. Voilà. Enfin, en tout cas, il est en concurrence avec des films américains, quoi. Oui, bien sûr. Je me dis, comme c'est un peu familial, familial et. Oui, mais dans le familial, le problème, c'est qu'en général, quand on va enfin, je sais pas toi, mais quand on va au cinéma en famille, on prend assez peu de risques, en fait. Donc là, on est dans un truc qui est pas identifié, on sait pas trop ce que c'est, il y a pas de star, il y a rien, quoi. Enfin, il y a une proposition de fantastique, mais c'est plutôt le truc, on se dit, je vais peut-être y aller moi, et puis je verrai, quoi. Mais on n'emmène pas ses enfants comme ça. Et il y a un exemple, moi, qui me fait toujours marrer. Je sais pas si quelqu'un l'a remarqué, mais moi, à l'époque, ça m'avait fait mourir de rire. Il y avait 2 films qui se présentaient un peu pour être le film de Noël. Et il y avait Les Animaux Amoureux et Je sais pas quoi. Bizarrement, c'est Je sais pas quoi, parce que... Et je pense que tout le monde a fait le même calcul. Au moment où vous êtes devant le cinéma et vous dites Les Animaux Amoureux, mais attends, ça veut dire quoi? On va avoir des hippopotames qui s'enculent, là? Et juste le doute passe et c'est fini. Vous avez déjà choisi je sais pas quoi, en fait. Bon, il y a l'affiche qui peut quand même nous aider à trancher quand même sur le Mais contenu. non, parce que l'affiche, elle était très cucul les petits oiseaux, mais je pense qu'il y a eu un doute, quoi. Et au dernier moment, ce doute n'a pas... Et c'était un gros machin, grosse production. Je me souviens... Et ça a été un terrible échec. Et je pense à cause de ça qu'au dernier moment, les gens se sont dit mais attends, je vais avec des enfants et est-ce que je suis sûr que je vais être à l'aise tout le temps? Et je pense que nous, c'est pas ça, mais c'est vrai que... après, c'est vrai qu'on peut se dire, si les gens ont lu le synopsis, ils ont compris que c'est quand même un mec qui veut quand même pécho sa sœur. Je sais pas si on a envie d'aller voir ça avec ses... En plus, des mômes de 18 ans qui ont envie de se pécho, quoi. Donc, est-ce qu'on a envie d'aller voir ça avec des enfants de 10 ans? Je ne sais pas. Donc le film avait tout pour faire peur au public. Il était inclassable, il ressemblait à un film américain mais en français. Pourquoi aller voir la copie si on peut voir l'original? Et il n'y avait pas une star pour rassurer qui que ce soit. Enfin oui, c'était mal barré, quoi. C'était quoi l'étape la plus dure, en fait, dans cette pré-production au final? Ouais, avant le tournage, j'ai eu cette histoire. Ouais, non, ça... Ouais, avant le tournage, ça allait. C'était dur, mais voilà ce que j'imaginais, quoi. Après, ça a été pire puisque le vendeur a disparu. Oui, donc ça, c'était pendant le tournage, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ce que disait Léo. Donc en fait, t'étais pas spécialement sur le tournage parce que du coup, tu devais régler des galères. Ouais. Et donc c'est galère, j'imagine. C'est qu'il y a un quart du budget qui avait disparu, quoi. Ah ouais, voilà. Donc c'est pas rien. Voilà. J'imagine que toi, derrière, tu te battais pour essayer d'aller récupérer l'argent. Et du coup, il nous a dit que tu avais procédé d'une certaine manière. Est-ce que tu peux peut-être essayer de nous en parler? Qu'est-ce que j'ai procédé d'une certaine manière? En gros, donc tu as perdu le vendeur international. Epithète est rentré en coproduction. Bon, non. Tu t'es endetté d'1 million pour garder les droits. Ouais. Voilà. Attends, il confond plusieurs choses, mais enfin, je veux dire, c'est... On va remettre à l'endroit. Voilà. Ouais, C'est non, mais c'est pas qu'il confond. Enfin, oui, j'étais à découvert d'1 million, mais ça veut pas dire que... Enfin, ou peut-être plus, d'ailleurs.
À un moment, mais vous savez, c'est comme votre compte courant, vous êtes à découvert de 400 €, de 300 €, de 1000 €, enfin, ça varie, quoi. On a des agios quand même à ce moment-là. Voilà, on a des agios. C'est pas le pire problème, hein, dans mon cas. Mais enfin, attends, excuse-moi quand même, quand t'as un trou d'1 million, enfin, il y a un moins. alors, j'ai j'imagine, pas un trou, à ce moment-là, j'ai un découvert. C'est pas la même chose. Découvert, c'est un décalage entre ce Ouais. que vous avez à l'instant T et ce que Ouais. ce que vous avez dépensé. Mais ça avait impressionné Léo, le chiffre d'1 million, c'est pour ça qu'il Oh, bah, il en a fait une histoire, hein, j'imagine. Ouais. Non, mais il se rendait compte, il se disait, ah ouais, il en chie. Mais c'est parce qu'il voyait bien, je maigrissais, j'étais tout inquiet et tout. Et il se disait, mais c'est quoi? Je lui ai dit, bah, je dois 1 million. Il m'a dit, ah ouais, je comprends mieux. Et, et voilà. Mais, non, bah, je sais pas comment expliquer. C'est, en gros, c'est simple. Il fallait que je dépense 2 millions pour faire le film et il m'en manquait 500 000, donc il me manquait un quart. J'en ai parlé à mes associés et ils m'ont dit on te couvre. On te couvre, ça veut pas dire on investit à la place, ça veut dire l'argent que tu nous dois, parce que c'était leur argent que j'utilisais jusque-là. T'es pas obligé de nous le rendre tout de suite, c'est ça que ça veut dire. Enfin, on va pas D'accord. les exiger immédiatement Ouais. ou te mettre le couteau sous la gorge. Donc ils m'ont permis de fabriquer le film à 2 millions et de voir après comment je me débrouillais pour combler le D'accord. trou. Mais le trou, il était de 500 000. Et une fois que je les ai eu dépensés, j'ai attendu qu'ils remontent et ils sont jamais revenus, quoi. C'est ça qui s'est passé. Les 500 000 ne sont jamais revenus. c'est Ah ça bah non, ils sont jamais revenus. Non. Ah oui, c'est embêtant ça. Ouais. Bon, on va pas développer, ok. Non mais c'est moche, quoi. C'est moche, quoi. Bah ouais, non, mais complètement. Bah, en gros, tu as deux possibilités. Soit tu t'endettes auprès de la banque, soit tu temporises auprès de tes créanciers. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que tu fais jamais qu'un seul film. Donc, en fait, Ouais. c'est pris dans une situation générale et donc ça te pourrit les autres films ou ça te mange les recettes. Et il se trouve que moi, j'avais eu un succès, donc qui était chez Razad, donc j'avais gagné de l'argent. Et j'avais 2 films qui avaient pas trop mal marché cette année-là. Et donc, ça a anéanti tout ce que j'avais fait. Et donc, On va dire que c'est le bénéfice que tu as mangé un peu, quoi. en gros, ça a Ouais, si bouffé je résume. les 2 années d'avant et les 3 années à venir. En gros, c'est ça. D'accord. Tu es allé donc sur le plateau de tournage au bout d'un moment. En fait. Ouais, j'y suis allé. Effectivement. J'y suis allé. Et je me demandais, là, de cette façon complètement générale, hein, pas que sur la dernière vie de Simon, qu'est-ce qui te plaît en fait sur un plateau de tournage en tant que producteur? Est-ce que tu y vas Ah beaucoup non, d'abord j'ai rien à faire sur un plateau de tournage. On s'ennuie énormément. C'est vraiment pas du tout une place pour un producteur. Ou alors, enfin, je sais pas. Ou alors d'autres, hein, peut-être. Mais moi, je vois pas du tout quoi faire. Mhm. Disons que j'ai tellement été présent avant, et puis je vais tellement l'être après au montage, que c'est vraiment le moment du réalisateur où se crée une alchimie avec son équipe et où il crée quelque chose là, comme ça, avec ses acteurs. Et donc, il n'y a rien que je puisse faire. Et surtout, il faut surtout rien que je fasse. Parce que si je commence à dire au réalisateur, c'est marrant, j'ai vu, tu diriges un peu ce comédien comme ça, moi j'aurais... il va me mettre une claque et il a raison parce que c'est son moment à lui et j'ai absolument rien à voir là-dedans, quoi. Et en gros, l'idée, c'est soit j'ai quelque chose à dire au réalisateur et ça veut dire qu'il fallait pas embaucher celui-là, soit je lui fais confiance et du coup, je sais que même si je comprends rien ce qu'il fait, lui il sait, et qu'on va se retrouver au montage et on essaiera de raconter l'histoire une nouvelle fois ensemble. Mais là, c'est son moment à lui. Et en gros, quand je viens, c'est généralement mon rôle se limite à rassurer l'équipe sur le fait qu'il y a un patron, quoi, qui soit pas inquiet, qui se dise pas, il y a personne qui pilote ce navire. Donc, qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui est là et à qui on peut gueuler si on n'est pas content, ou qui sera là si ça merde, ou quand le quad se retournera sur l'enfant, qui assumera les responsabilités. Mais voilà, donc ça consiste vraiment à dire je suis là les gars, et généralement à déjeuner 1 ou 2 fois avec le réalisateur, qui se sentent entourés, qui se sentent que tout va bien, qui fait du bon boulot, que voilà. Mais c'est tout. Donc tout le reste, je m'emmerde comme un rat mort, quoi. T'as d'autres choses à rajouter sur la partie tournage? Finalement, c'était assez vite, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent? Bah, qu'est-ce que je peux dire? Non, que c'est vraiment une des qualités de Léo, d'avoir compris ou avoir eu l'intuition très tôt, je pense, dans son admiration des auteurs qu'il aimait, que le cinéma est un art collectif.
Et c'est pas rien parce que comme on vient d'un pays où on a beaucoup sacralisé la place de l'auteur ou de l'artiste, ce qui est évidemment bien, hein, on est tous contents de croire à l'idée qu'il y a des artistes en France, alors qu'aux États-Unis, en tout cas juridiquement, ça n'existe pas. Alors que nous, on a le droit d'auteur, donc on est très contents, on est très fiers. Mais ça a eu évidemment des effets pervers, et qui est de peut-être que l'auteur se pense le début et la fin de toute création, et qu'il ait tendance à penser que les autres techniciens sont des collaborateurs. Et non seulement ça peut être moins bien pour le travail, mais c'est surtout très engraissant pour lui. C'est une très mauvaise idée de se penser le début et la fin de tout, quoi. C'est écrasant, quoi. Et Léo a eu cette intelligence, je trouve, cette intuition de se dire non, en fait, c'est un travail collectif. Moi, je suis un des éléments. Alors, est-ce que je suis le capitaine de l'équipe de foot, le chef d'orchestre de l'orchestre? On peut trouver 1000 métaphores, mais en tout cas, cette idée que c'était un travail qu'ils allaient faire ensemble, et que lui, il fédérait des énergies, et il a su magnifiquement le faire. Il savait s'entourer avec des gens qui avaient envie de ce cinéma-là, qui avaient envie de cette façon de travailler-là, c'est-à-dire de travailler avec un réalisateur qui est... C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec l'espèce de fond d'intériorité secrète qui serait la source de la création à l'intérieur de l'auteur. On travaille avec un réalisateur dont c'est le métier de mettre en scène un film, et on essaie ensemble de trouver les meilleurs moyens au service d'une œuvre dont le projet a été exprimé dans le scénario. Et donc ça crée des rapports de travail très très agréables, très très sains, beaucoup plus égalitaires, beaucoup plus horizontaux, et ça crée une ambiance de colonie de vacances que j'avais jamais vue et que je trouvais très très réjouissante. Ouais. Et sur le moment, je me disais... ou ça va faire du super bon boulot, ou alors ils sont en train de s'endormir dans une espèce de truc cuicui les petits oiseaux, où ils jouent à faire du cinéma, mais en fait ils font n'importe quoi. Mais c'était Le doute bien. quand même t'a traversé, quoi. Non, c'est pas que le doute m'a traversé, c'est que je me disais, à ce niveau-là de différence par rapport à un tournage habituel, ils sont tellement loin de ce qui se fait que ou ils sont complètement à côté de la plaque, ou ils ont tout compris, quoi. Je pense plutôt qu'ils avaient tout compris, vu ce qu'ils ont fait et les moyens qu'ils avaient, quoi. Mais non, le tournage m'a donné quand même... parce que moi, j'ai quand même plein de mea culpa à faire, hein. Je me suis trompé, puisque c'était la première fois que je le faisais, donc je me suis trompé à plusieurs endroits. Et ça a été un des premiers moments où je me suis dit « Ah, là, je me suis trompé ». Donc on parlait de la question de la répartition de l'argent, comment dépenser l'argent au mieux. Et je sais pas si... Tout à l'heure, j'avais dit que... Le décor, par exemple, moi j'avais tendance à privilégier le casting que le décor. C'était l'exemple que j'avais pris, ça vient de chez Razad. Chez Razad, ça racontait un milieu qui est celui de la rue, la prostitution, etc. Ça me semblait complètement débile, et au réalisateur aussi, évidemment, de le faire jouer par des comédiens du cours Florent qui n'auraient rien dans leur expérience de vie auquel ils pourraient se raccrocher pour incarner ça. Donc on s'est dit, pour ce film particulier, c'est pas vrai pour tout, il vaut mieux que prendre des gens qui soient très très proches du rôle, parce qu'ils l'auront dans leur phrasé, dans leur façon de parler, mais même dans leur corps, dans la façon de se tenir, dans les attitudes. C'est pas tout le monde qui peut le faire, quoi. Donc ils partiront avec tellement d'avance que ce sera tellement plus vrai, tellement plus beau, quoi. Après, il faut leur faire qu'ils deviennent des acteurs, mais c'est plus simple qu'eux deviennent acteurs que le trajet inverse, de demander à des acteurs de devenir des racailles. C'est deux exemples en fait assez opposés quand même, Sherazade et La Dernière Vie de Simon. C'est voilà. vrai que sur l'aspect... Oui, l'aspect, mais c'est ce que je te disais, qui était mon intuition quand j'avais 20 ans. Je me suis dit, il faut aller dans cette direction ou aller complètement dans l'autre, mais pas faire au milieu, quoi. Et en gros, l'idée, c'est que justement, la question de dépenser l'argent sur Sherazade, pour moi, elle était assez... je savais bien le faire. Je savais bien comment on dépense bien l'argent sur ce genre de film. Et je savais que, par exemple, tout l'argent de décoration allait coûter extrêmement cher. La déco, ça coûte cher, hein. La déco... une équipe un décorateur ne peut pas travailler seul, donc ils sont au minimum 5-6. Ils ont besoin de matériel, il faut louer un endroit. Donc déjà, est-ce que c'est un studio ou est-ce que c'est une friche industrielle dans laquelle on construit un décor? Il faut de la construction, il faut du temps. C'est tout de suite des gros budgets, quoi. Donc vous pouvez dépenser 100 000 balles, par exemple, pour créer une chambre ou quelque chose qui sera qu'un seul des décors du film, tu vois. Ou un des lieux principaux, par exemple la maison de famille qu'il y a dans Léo,
dans le film de Léo, la dernière vie de Simon, elle aurait pu être construite en studio et ça aurait coûté, voilà, je sais pas, 100 000 euros. Pour Scheherazade, je savais que c'était complètement débile. Il valait mieux prendre des vrais lieux. Il serait plus juste, parce qu'en fait, si vous demandez à un décorateur de recréer une chambre de passe, hôtel de passe, bah, mine de rien, faut qu'il en ait fréquenté pas mal pour que ça ressemble à un hôtel de passe. Et vous avez des risques que ça ressemble à un décor de cinéma et pas à une chambre d'hôtel de passe. Si vous prenez une chambre d'hôtel de passe, ça va vous coûter rien, vous n'avez rien fait, et l'efficacité est très forte. Donc vous allez perdre à des tas d'endroits parce que la pièce ne sera pas conçue pour tourner, elle sera trop étroite, elle ne sera pas décorée comme vous voulez, il y aura des tas de contraintes, mais en tout cas ça vous coûte 0 et c'est juste. Et par contre, le casting, il fallait investir 10 fois plus que d'habitude. Parce que d'habitude, vous prenez quelqu'un, il va plutôt faire le tour des agents, des acteurs qui existent, etc. Donc il travaille dans un périmètre qui est déjà connu. Il y a, je sais pas, 3000 acteurs en France. Mais on regarde ces 3000 là, donc c'est simple. Là, il fallait aller dans la rue et demander à des jeunes de foyer ou de prison ou malin et qui avaient absolument aucun intérêt à venir, qui étaient sauvages, frileux, agressifs, tout ce que vous voulez, et aller en caster des centaines et des centaines. Donc c'était une dépense complètement dingue, mais à la fois quand vous voyez le film, vous dites bah oui, c'était la bonne idée, il fallait prendre des acteurs amateurs, dépenser beaucoup d'argent là-dessus et par contre tourner dans les décors qu'il y avait quoi. Dans le film, donc moi j'avais une grande expérience de ça, et quand j'aborde ce film de science-fiction de Léo, le problème c'est que je suis face à des demandes de l'équipe et de Léo auxquelles je suis pas habitué, et des sommes qui me semblent extravagantes, et du coup sur 2 endroits j'ai eu tendance à être un peu radin au début, c'était la déco et la musique. Et du coup, c'était une jeune décoratrice, c'était son premier film comme chef de décoratrice. Du coup, elle n'avait pas non plus la légitimité pour taper du poing sur la table et me dire « mais tu fais n'importe quoi, espèce de connard ». Du coup, elle a été hyper sympa, elle m'a dit « bah ça va être très très dur là, ce que tu me demandes ». Et j'ai dit « bah ouais, je sais pas, t'es sûr ?» Et c'est déjà pas mal. Et j'ai pas de sous, arrête. Et j'étais très légitime, moi, en ayant fait plusieurs films et vu qu'il me manquait un quart du budget, pour lui dire vas-y mollo, et vous êtes que 3 et vous vous débrouillez quoi. Et vous avez un petit bout de fourgonnette, et puis vous avez le droit d'acheter 3 baguettes et 2 seaux de peinture. Et elle l'a fait. Et quand je suis allé sur le tournage, j'ai vu son état de fatigue et j'ai compris que j'avais déconné quoi. Je me suis dit parce que j'ai vu le décor et j'ai vu ce qu'elle avait fait, la chambre par exemple, c'était super beau, c'était hyper fort, et je me suis dit bon, elle l'a fait au prix de sa vie quoi, enfin d'y passer des nuits, donc là j'ai compris que j'avais merdé quoi. Et après sur la musique aussi, parce que la musique sur un film normal, on va dire, on va avoir tendance à acheter des titres existants ou alors composer des titres, mais généralement le compositeur il va vous les enregistrer lui-même avec 3 potes quoi. Là, le compositeur il avait écrit un truc pour un orchestre philharmonique, c'est compliqué quoi. Donc un orchestre philharmonique, on est d'accord que c'est au moins 100 personnes qui se font pas payer comme un accordéoniste que vous trouvez dans le métro, enfin voilà, donc c'est compliqué quoi. Donc Et comment ils ont fait pour te convaincre à la musique alors Non mais la musique j'étais assez convaincu, mais c'est juste que après j'étais radin, c'est-à-dire quand ils me disaient ouais il faut au moins 120 personnes, je disais non attends. Déjà moi je suis désolé mais tu vas me mettre 100 vrais musiciens, et puis les 20 tu mets du numérique quoi, des instruments numériques quoi. Et puis voilà, tout était un peu comme ça, et puis après c'est combien de jours quoi. Et donc bon après ils ont eu ce qu'ils voulaient, tout va bien, mais enfin personne n'a jamais exactement ce qu'il veut, et moi ça m'a coûté plus cher que ce que je pensais, et eux ils n'ont pas eu assez par rapport à ce qu'ils voulaient, mais c'est les 2 points où en tout cas il n'y avait pas une évidence pour moi qu'il fallait dans le budget immobiliser autant quoi. Mais ça correspond aussi à ce moment-là où justement tu n'avais pas justement le. Oui, de toute façon j'avais plus d'argent, l'investissement, c'est peut-être pour ça que j'ai réfléchi sur la c'est musique. pour quoi. ça, ouais. Parce que moi j'avais un argument qui est horrible à entendre pour un réalisateur, mais qui est très fort pour un producteur, qui est on peut dépenser 20 000 € de plus dans la musique, mais est-ce que ça fera venir un spectateur de plus ? Évidemment que non, quoi. C'est ça qui est horrible. C'est que le réalisateur peut pas vous dire ça fera venir des spectateurs en plus. Bah non, ça fera pas venir un spectateur en plus. À quel moment tu viens voir le montage ? Bon, dès que ça ressemble à quelque chose.
Une V1, quoi, on va dire. Ouais, dès que ça commence à ressembler. Dès que le travail est dégrossi, qu'ils ont choisi un peu, qu'ils ont fait un squelette, quoi, un ours, un truc, tu l'appelles comme tu veux, mais. Oui, très vite, quoi. Parce qu'en fait, on écrit le film 3 fois, on l'écrit sur le papier, c'est le scénario, on le réécrit au tournage parce que c'est pas pareil avec les acteurs, etc. Puis on le réécrit une 3e fois au montage. Donc c'est pour ça que c'est bien que j'ai raté au moins une étape au milieu. Et après, on réécrit ensemble au montage, ouais. C'est passionnant, c'est génial. Et donc là, t'es beaucoup plus présent, c'est ça, à ce moment-là? Beaucoup plus. C'est-à-dire que je suis pas là au tournage, donc oui, forcément. C'est pas toi qui fais le montage, je me doute. Non, c'est pas là, non, je sais pas, ça dépend, je vais venir une fois par semaine. Sachant qu'il y en a une douzaine, donc je sais pas, je vais venir une dizaine de fois, peut-être moins, peut-être 5, 6, 7. Et des petites frictions à ce moment-là, avec Lauriane? Normalement, il y en a toujours. C'est difficile de concevoir une création sans rapport de force, sans tension, voilà, comme une amitié ou comme quoi que ce soit qu'on fait auquel on tient. C'est normal que et il en faut, quoi. C'est obligé. Est-ce qu'il y en a eu là dans ce cas-là? Oui, forcément. C'est difficile. Il y a des moments où il faut couper des choses qu'on adore, quoi. Ouais, c'est dur. Pour toi, ça l'est peut-être un peu moins? Des fois, ils veulent couper des trucs que moi j'adore et l'inverse. Oui. Tu vois, oui, bien sûr, on s'attache pas toujours aux mêmes choses. Mais on a tous une adoration pour quelque chose qui doit partir. Non, on peut être soit le producteur beaucoup plus triste et meurtri par la perte de quelque chose qu'il y avait, qu'on adorait et qui était pour nous la raison de faire le film et qui est plus à la fin. Hein. D'accord. Et là, du coup, comment tu exprimes tes souhaits de changement véritablement, ou comme tu as pu argumenter pour la musique, est-ce que tu as aussi des fois une technique pour pouvoir vraiment essayer de forcer la coupe, ou je sais pas? Non, c'est difficile il faudrait trouver des exemples précis, mais en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière vie? Non, c'est vrai que c'est vraiment, on essaie de se convaincre que c'est. Et puis on est plusieurs généralement dans la discussion, parce qu'il y a le réalisateur, il y a le monteur ou la monteuse. En l'occurrence, ils étaient 2. Il y avait un garçon et une fille, et puis il y a les copains, et puis il y a le premier assistant, et puis il y a la scénariste qui vient, et donc on est beaucoup d'avis, donc c'est pas non plus une démocratie, faut pas rigoler, mais en tout cas il y a une discussion qui est passionnée avec plein d'intervenants et plein d'arguments, et souvent en fait il y a des stratégies alternatives. En fait, on se dit mais on pourrait raconter l'histoire comme ça. Bon, évidemment ça pêcherait à cet endroit-là, et puis là ce serait mieux, mais et l'autre dit oui mais attends, on perdrait à cet endroit-là, mais on gagnerait si on rajoutait cette scène qui alourdit le début, mais on comprendra mieux après. Enfin voilà, c'est des scénarios alternatifs, quoi, qui se construisent, et on en débat, et puis à un moment il y a des choses qui restent, quoi, et puis d'autres qui partent. Ça se fait naturellement. Vous avez fait des projets-tests? Non. Enfin, je dirais pas des projets-tests. On fait venir des copains, réalisateurs, scénaristes, monteurs, producteurs, des copains qui font des retours. Ça, c'est hyper important. On a besoin de gens qui n'ont jamais vu l'histoire et qui se la prennent dans la gueule et qui disent « j'ai rien compris ». Quoi. Finalement, pour que Jour de fête se décide, ça s'est passé juste suite à la projection du film. Comment ça s'est Oui, c'est drôle, c'est que... Il y a un distributeur que j'admire beaucoup, qui est très fort. C'est François Clerc de Apollo Film. Apollo Distribution, je sais pas comment on dit. Enfin, Apollo, quoi. Et il m'avait dit, écoute, le film est super. Moi, je peux absolument pas le défendre, pour plein de raisons. Mais je le ferai pas, mais franchement, c'est bravo les mecs. Et il m'avait dit... En gros, montre-le, mais tu vas voir que plus les gens pensent en termes de marketing, moins ils vont pouvoir s'en occuper. Et plus ils pensent en termes de singularité d'un objet, et plus ils pourront y adhérer. Et effectivement, les gens manière de communiquer à la suite de ça. Non, moi j'ai rien à communiquer. Non, il me dit le type de gens, par exemple, des gens qui pensent en termes de marketing et de cible. Ils vont dire ça s'adresse à personne, ça sert à rien de le faire, on sait pas le vendre, on sait pas sur quel bouton appuyer pour le commercialiser. Alors que ceux qui pensent juste l'œuvre est comme film, c'est super.
ceux qui pensent à quel besoin ça répond ou dans quel cas ça rentre pouvaient rien en faire. Et donc, effectivement, c'était logique que ce soit des gens un peu des francs-tireurs comme Jour de Fête, qui sont des distributeurs indépendants mais en pleine ascension, qui à la fois aient du goût pour le résultat et en même temps l'audace de s'y lancer parce qu'ils étaient en plein succès, en pleine ascension, à un moment où ils avaient un peu les reins un peu plus solides et plus d'argent et pouvaient prendre des risques, quoi. Et c'est ce qui leur avait souri jusque-là, donc ils avaient intérêt à continuer. Et évidemment, ils se sont plantés on peut le dire aujourd'hui qu'ils se sont plantés sur ce coup-là, mais c'est parce qu'ils se plantent de temps en temps qu'ils réussissent en général. Enfin, voilà. Ouais. Tu peux développer quand tu dis ils sont plantés. Bon, j'imagine c'est par rapport aux recettes, mais qu'est-ce qui vous a pas aidé? Ils se sont heurtés au même mur que l'on connaît. C'est-à-dire que très simplement, quand ils sont allés voir les multiplex leur ont dit nous, on a besoin pour que nos spectateurs viennent, qu'ils comprennent très bien la proposition. Et en l'occurrence, si vous êtes sur du genre, on a déjà des films américains, vous êtes des Français, mais vous n'avez pas de star française. Donc, nous, ça va être très compliqué. Donc, on ne va pas vous prendre. Et quand ils sont allés voir les cinémas d'arrêt d'essai, les cinémas d'arrêt d'essai leur ont dit vous n'êtes pas du tout une proposition Le Monde Télérama que les retraités viennent voir. On retombe dans le même problème que tout à l'heure. Donc il n'y a plus de salle, et quand vous n'avez pas de salle, vous n'avez pas de lieu de vente, donc personne ne peut venir voir votre film. Donc à la fin, le film est quand même... Ce qui est marrant, c'est qu'il est à l'UGC Léal, et qu'à l'UGC Léal, au début, moi j'ai cru que le film allait cartonner, parce que... non, mais c'est drôle. Non, parce qu'en fait, vous regardez, au début, vous n'avez pas les chiffres de toute la France, et vous n'avez que des chiffres très partiels. Et donc, les chiffres qu'on avait, c'était ceux des avant-premières au Hall, et des premiers jours, les premiers matins, ou du premier matin au Hall. Qui vient, c'est un indicateur. Est-ce que les gens ont envie de venir, ou s'ils n'ont pas envie de venir? C'est très simple, le cinéma. Donc, vous allez le premier matin au Hall, puis vous regardez s'il y a des gens qui viennent dans votre salle. Et nous, la salle était blindée. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle était blindée, mais beaucoup plus que tous les films que j'avais fait avant. Donc il y avait un désir très très fort. Le problème, c'est qu'il concernait une toute petite partie de la population, qui étaient des amateurs de cinéma de genre, qui tout d'un coup étaient hyper contents de voir un film français qui s'attaquait à ça, quoi. Et qui apparemment s'y attaquait bien. Donc... ce petit public, cette espèce de niche de spectateurs, ils sont tous venus, et ils sont tous venus au Hall parce que c'était le plus simple pour eux, parce que c'était voilà. Et donc les Halles semblaient, si toute le reste de la France avait été comme les Halles, genre un yacht, quoi. Mais en fait non, ils étaient tous venus là, quoi. Ce serait une barque. Voilà, c'est ça. Donc ils sont tous venus à ce cinéma-là sur les 3 premiers jours, et du coup ça nous a donné un signal complètement faussé, mais en fait il n'y en avait pas d'autre, quoi. Et c'était tout cela. Salut les mecs. Mais est-ce que tu te dis que le fait que le film soit sorti une semaine avant Le Prince oublié, qui était le film de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, qui était aussi un film merveilleux, mais qui s'adressait peut-être un petit peu plus sur un public un petit peu plus jeune. Plus famille. Oui, c'est sûr qu'il y avait une contre-proposition française un peu merveilleuse. Et c'est vrai que, et pour le coup, elle répondait à tous les critères. C'est-à-dire qu'il y avait une star. Un réel connu. Il y avait un réel connu. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a toute la machine qui se met en place derrière. C'est-à-dire que c'était Gaumont, ou je crois que c'était Gaumont. Hein. Et du coup, il y a une machine marketing qui se met en place. Et à partir de ce moment-là, même si le film n'est pas réussi, il crée le désir qu'il doit provoquer. Et ce qui est très marrant dans le cinéma, c'est que c'est la différence entre le désir et la satisfaction. C'est-à-dire, vous avez plein de films qui créent du désir, même si vous savez en fait qu'ils sont nuls. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher, vous y allez voir. Et on en a tous comme ça. Hein. On le sait, on en a entendu, ça pue déjà de loin, mais on y va quand même. Et il y a des films, c'est le contraire. On n'a aucune envie d'aller les voir, et pourtant, où on n'aurait jamais pensé, tout simplement. Ça ne serait jamais venu à l'idée. Et le jour où on est obligé de le voir pour telle ou telle raison, parce qu'il y a ton neveu dedans, ou j'en sais rien, ou peu importe, ou parce qu'on est coincé avec quelqu'un qui le regarde, on se rend compte qu'il est super. Et c'est tout le problème, c'est qu'on peut faire des très bons films, mais qui n'inspirent aucun désir. Et en l'occurrence, c'est peut-être un peu pas très modeste de dire ça, mais je pense que Le Prince oublié crée du désir, mais a énormément déçu les spectateurs. Enfin, que la plupart des gens ont dit
ouais, bof. Mais ils avaient envie d'aller le voir. Alors que La Dernière Vie de Simon, personne n'y a pensé, mais ceux qui l'ont vu ont dit mais c'est super. Et c'est terrible parce que c'est lui qui gagne de l'argent et pas nous, quoi. Mais bon. On sait qu'on prend pas trop de risques en emmenant sa fille ou son fils. On sait que on sera content, quoi. Au pire, ce sera moyen, quoi. Et à la fin, c'est moyen. Et on se dit, ouais, ça va. Est-ce que tu sais combien ça coûte de sortir un film en salle? Ouais, en fait, ça dépend. Enfin, je sais pas ce que tu veux que je te donne le prix de quoi? De la copie, de l'affiche, de. Globalement, on va dire, je sais pas si pour la s'il y a dernière une fourchette. Je pense que tu vois, dès qu'on est dans des films qui sortent sur 600 copies, etc., on va être dans des millions. Dans le cadre de La Dernière Vie de Simon, on va être autour de 200 000 euros. Voilà, quoi. Au distributeur, ça lui coûte ça. Ouais. En gros, les coûts, c'est... sur un film indépendant, comme ça, ouais, ça va être 150, 200, 250 000 euros. Voilà, petite sortie, 50 copies, 60 copies, 100 copies, voilà. Vous avez rassemblé combien de public au final? Tu te rappelles des chiffres? Oh, c'est 20 000, je crois. 20 000, putain. Et puis en plus, bon, après, ceci dit, j'allais dire, il y a le Covid qui est arrivé, mais je pense qu'il était peut-être déjà plus à l'affiche. Hein? Quand il y a eu le confinement, non? Il était encore à l'affiche, un mois après la sortie. Parce qu'il est sorti en février, je crois. Ouais, non, il a eu le temps de sortir. Oui, il a eu le temps de faire sa petite vie quand de même. faire sa vie, ouais. Mais 20 000, c'est vraiment étonnant, quoi. Enfin, comment dire, c'est particulier comme chiffre pour un producteur comme moi qui fait vraiment des films indépendants, d'arrêt-essai, difficiles, tout ce qu'on veut. C'est vraiment rien, quoi. Et en comparaison, chez Razad, c'était combien de personnes? Chez Hazard, c'est entre 150 et 200 000. Donc c'est presque 10 fois moins. Bon, après, on peut dire, Sherazade, c'est un film un peu particulier. Il a vraiment eu du succès. Oui. Mais je vous parle d'un film d'auteur moyen. Je ne sais pas si je vous dis, c'est l'histoire d'un pêcheur, enfin, pas d'un pêcheur, enfin, d'un ouvrier de la mer. L'histoire du film, c'est que sa fille attend un enfant, mais qui est mal formé, dont elle avorte, et lui, il n'est pas vraiment là pour elle. Et du coup, ça crée un conflit entre eux. Voilà, un film social sur un mec qui n'a pas le chauffage. Et il finit par mourir en mer, d'ailleurs. Voilà, et le film fera beaucoup plus d'entrées que. Enfin, il a dû faire. Le film dont je parle existe, il a fait. D'accord, excuse-moi. Non, je l'ai produit. Il s'appelle Tempête. Et il s'appelle Tempête, non. Et donc, il a fait, je sais pas, 50 000 entrées. Et c'était un échec. Mais un échec à 20 000, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Pour un film qui coûte beaucoup plus cher, qui est beaucoup plus sympa, enfin, beaucoup facile à. C'est très mystérieux, mais c'est juste qu'il n'y a pas de public. Alors que pour un film d'auteur français, même dur, il y a 50 000 lecteurs de Télérama qui auront la curiosité de venir se plonger dans la misère en milieu rural. Mais il n'y a pas 20 000. Parce que je crois que c'est 18 000 le chiffre. Il n'y a pas 18 000 Pékin pour aller venir voir La Dernière Vie de Simon, ce qui est absurde, enfin, ce qui est très bizarre. Enfin, c'est très surprenant, quoi. N'importe quel film iranien qui sort toutes les semaines sur l'oppression des femmes dans l'islam fait plus de 50 000 entrées. Bon, après, ce qui est étonnant, ça s'est un peu plus rattrapé du fait qu'il soit sorti après en VOD. Ouais, enfin, rattraper. Oui. Bien gros mot, mais. Il y a eu le confinement. Bon, après, les gens étaient obligés, peut-être. Enfin, obligés. Ils avaient beaucoup plus de temps libre pour regarder du contenu. Peut-être que ça aurait pu aider. Après, moi, j'avais étudié, je me souviens, dans mes études, un film qui s'appelait Les Évadés, que tout le monde connaît. Darabon, ouais. Et qui est un échec monumental au moment de sa sortie, pour les mêmes raisons. Il n'y a pas de public pour ce film à ce moment-là. Il n'y a pas de public parce que les gens vont pas voir un film de prison, c'est glauque, tu vas pas voir ça avec ta petite copine, tu vas pas voir ça en famille, tu vas pas voir ça avec tes potes, donc en fait personne va le voir à cette époque-là. Les acteurs, personne n'a rien à foutre. Morgan Freeman, c'est pas du tout une référence. Il est Tim Robbins, mais ouais, c'est pas, après, ça suffit peut-être pas. que, comme il dit, il y a un côté peut-être un peu pesant. Et... Bah oui. Non, mais à l'époque, le film de prison est vu comme repoussoir, quoi. C'est voilà, et donc le film est un échec monumental en salle, quoi. Il doit faire l'équivalent, quoi, de voilà. Et Et c'est la vidéo. il n'existera qu'en vidéo, voilà. Et c'est la vidéo qui le fait connaître. Et je pense que La Dernière Vie de Simon aura une vie en téléchargement, en tout ce qu'on veut. Légal ou illégal, mais c'est plutôt comme ça que les gens le découvriront par bouche à oreille avec le temps, quoi. Bon, du coup, tu t'es frotté à la production d'un film, donc genre fantastique, de niche, très petite niche. Qu'est-ce que tu retires de cette prise de risque? Je sais pas. J'aurais pas dû le faire.
T'as fait une introspection, c'est vrai, tu t'es dit ça au final? Non, bah, c'est compliqué parce qu'en fait, sur le papier, j'aurais pas dû le faire. Enfin, d'un point de vue Oui. financier, c'est difficile de perdre 5 années de travail, quoi. Mais en même temps, comme je suis fier du film et que c'était génial de travailler avec cette équipe, bah, je suis content que ce soit arrivé comme ça. C'est un coup de J'ai cœur, pas quoi- finalement. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, après, il n'y a pas de raison. Enfin, je sais pas. J'imagine qu'il faut se planter souvent pour que des fois ça marche. C'est ça que j'en tire. Mais non, peut-être que j'aurais dû réduire le budget, ouais. Moins de musiciens. Ouais, moins de musiciens. Putain, 50. Ça n'a pas fait venir un spectateur de plus, on est d'accord. Ça les quoi. a peut-être fait fuir. Ouais, c'est ça. Ou alors, en fait, ils étaient que 10 000 à vouloir venir, mais quand ils ont entendu qu'il y avait un orchestre philharmonique, il y a les 8 000 autres qui se sont dit, allez, vas-y, on y va. Qu'est-ce qui manque pour les producteurs actuels, en fait, pour qu'ils prennent davantage de risques à produire, en fait, du cinéma de genre Ouais, je pense qu'on a la en réponse, France effectivement. Est-ce que c'est vraiment condamné maintenant à être à travailler avec les plateformes Oui. ou, Ouais. ou En produire, fait, produire c'est ça vrai pour que- la salle, ça devient vraiment mission impossible, quoi. Bah, ça sert à rien, quoi. Moi, ça me reviendrait même plus à l'idée maintenant. Enfin, ça ne me viendra plus à l'idée. C'est-à-dire que, oui, effectivement, si demain il y a le même scénario, enfin l'équivalent qui arrive, je dirais à l'auteur, bah vas-y, on le propose à Netflix et à Amazon. Par contre, s'ils en veulent pas, on s'acharne pas, quoi. Enfin, on s'acharne pas à vouloir le faire exister au cinéma. C'est absurde. C'est pas comme ça que les jeunes vont consommer, enfin, ou vont découvrir le film, quoi. Enfin, je pense que je vois pas. Après, voir parce que les équilibres vont changer, le cinéma de genre, effectivement, il y a un truc qui est dingue, c'est que, par exemple, ma femme, elle me disait qu'elle intervient de temps en temps dans son ancien lycée qui est à Nantes. Et ils ont un truc, il y a une option cinéma, et elle était intervenue il y a 10 ans, et à l'époque, je sais pas, sur 20 élèves, il y avait un scénario qui utilisait un ressort d'essence fantastique, quoi. Et là, elle y est retournée l'année dernière, elle m'a dit c'est bizarre, j'y suis retourné et il y avait 18 scénarios qui faisaient appel d'une façon ou d'une autre à du fantastique ou du surnaturel, quoi. Donc l'imaginaire du public est en train de changer. Donc bon, moi je suis déjà presque vieux, je sais pas à moi de savoir ce qui va se passer ou pas se passer, mais voilà, les questions vont se résoudre d'elles-mêmes à la génération suivante, quoi. Mais c'est impressionnant, quoi, que ça change, enfin que les jeunes imaginent des histoires qui n'ont plus rien à voir, quoi. Et ça se fait en 10 ans, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une génération, ça se Il renouvelle. faut dire Ouais, aussi voilà. que bon, le film de super-héros a complètement explosé. Oui. Et les séries fantastiques aussi, maintenant, après sur les plateformes, Ouais. on en voit de plus en plus, donc je pense qu'ils sont quand même nourris à ça. Donc, Ouais. donc voilà. Mais c'est assez étonnant parce que tu te dis, dans une perspective française, Oui, comment ouais. ils s'imaginent ça, tu vois. Et ça serait super intéressant. Enfin, je pense qu'elle a dû. Mais je sais pas si t'as vu un film qui s'appelle La dernière vie de Simon, où il y a un peu de ça, où dans une réalité française, on voit quand même un type qui a des super pouvoirs. Enfin, moi, je trouve ça vachement intéressant. L'arrivée des plateformes, bon, on en a un peu parlé, bon, c'est peut-être pas la peine qu'on y retourne. Bah non, mais franchement, les plateformes, c'est con parce que le film, on aurait attendu 2 ans, on serait allé voir directement les plateformes, mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, quand on commence, il n'y a pas encore. Netflix n'achète pas des unitaires français pour. ouais, Tu vois, ouais, ça c'est se vrai. passe, ça se joue à 1 ou 2 ans près, quoi. C'est vrai. On est arrivé juste un peu trop tôt. Et ce qui est ouf, c'est que Léo l'a peut-être dit, mais maintenant, il est contacté tous les jours par les plateformes, quoi. Clairement, les plateformes cherchent ce genre de compétences et ils ont un public pour ça. Enfin, c'est juste on est arrivé au mauvais endroit au mauvais moment, quoi. Dans le cinéma français. Enfin, Et du coup, de la série, ça t'intéresse, toi? bah oui. Un format que t'as pas encore testé? Non, si, je te dis, j'en produis Là, en t'es ce en ce moment. moment, J'en ai une autre là qui va sûrement se mettre en branle. Ouais. Si, ouais, c'est bien parce que la série repose encore plus sur l'écriture que le long métrage. Donc, moi, ça me va. Ta dernière claque cinématographique, c'est quoi? Ouais, je veux pas prendre de risques. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Leto. Ah, le film russe. Ouais, le film russe, ouais. C'est un magnifique film sur la musique, quoi. Enfin, c'est rare d'avoir un film qui embrasse la musique à ce point-là. Et
je sais pas, c'est sur une période qui me touche beaucoup, sur une figure de l'artiste qui est assez belle, c'est-à-dire ce groupe de rock des années 80, juste avant la chute du mur. Ils savent qu'ils sont complètement dépassés par le rock américain, anglais. Enfin, il s'est passé tellement de choses et tellement puissantes qu'ils se sont largués dans leur coin du RSS, un peu isolés de tout. Et pourtant, ils font du rock, ils font de la musique. Ils savent qu'ils sont peut-être complètement largués et peut-être qu'ils appartiendra aux poubelles de l'histoire, mais ils peuvent pas s'empêcher de le faire. Et je trouve ça hyper beau. Un peu comme la dernière vie de Simon. Bon, on arrive à notre dernière question. Ah, il y en a une ? Ouais. C'est quoi ? Je te laisse la poser, Fabien. Si tu veux. Elle a l'air chaude. Elle a l'air... non, mais quelle qualité il faut pour être un bon producteur ? On a déjà fait on a celle-là ? peut-être répondu un petit peu au début. Peut-être à bien cerner Pour synthétiser, le projet. Ou... Bah, en fait, je pense que c'est hyper con. En fait, il faut. Enfin, je pense que en fait, la seule truc qui est important, c'est d'aimer plus les films que autre chose, quoi. C'est tout, en fait. Enfin, genre par-dessus tout. Enfin, plus que gagner de l'argent ou plus que. Parce que si on sert des films pour atteindre un autre objectif, en fait, on fait de la merde. L'idée, c'est qu'il faut vraiment aimer le cinéma, et je pense que c'est la meilleure gage de faire des bons films, en fait. Et pour être un bon réalisateur, selon toi, quelle qualité il faut avoir ? La question du réalisateur, à mon avis, elle se pose à l'envers. C'est juste que je pense que... Parce qu'il y a plein de gens qui voudraient réaliser des films, et moi, je me demande toujours pourquoi, parce que c'est une place horrible. Je pense qu'il faut le faire si on peut pas faire autrement. Si on sait rien faire d'autre, tu veux dire ? Ouais, voilà. C'est ce qu'avait écrit Faulkner dans un questionnaire qu'un grand journal américain lui avait envoyé, où ils envoyaient ça à tous les écrivains. Il leur demandait pourquoi est-ce que vous êtes écrivain, et il dit parce que je suis bon à rien d'autre. Et je pense que c'est réalisateur, faut le faire si on est bon à rien d'autre. Parce que c'est pas drôle. c'est beaucoup de stress, de pression. Et puis c'est long. Non, mais c'est bon, et puis l'échec est aussi violent que le succès, voire peut-être le succès est plus destructeur que l'échec, donc ça va pas te rendre heureux, donc je pense que c'est pas un bon truc à faire. Pourquoi ? Juste pour finir. Quand tu dis que le succès est beaucoup plus destructeur, parce que a priori tu l'as pas fait pour ça, sinon t'es un taré et un faiseur, mais a priori tu l'as fait parce que ça a exprimé quelque chose de très profond et très important pour toi, et de recevoir du succès lié à cette chose-là produit un effet souvent très violent sur les réalisateurs, et c'est très violent. Enfin, moi j'ai vu toujours des gens qui allaient mal quand ils avaient eu du succès. J'ai jamais vu des gens qui étaient contents et qui se disaient c'est chouette, je suis content, j'ai eu du succès. J'ai jamais vu ça. Après, quand les réalisateurs ils prennent une grosse claque dans la gueule, c'est vrai qu'ils sont tristes, mais au moins ils savent pourquoi. Et puis ils peuvent dire mon film a pas marché, il a fait 10 000 entrées. Ah ouais, bah, je comprends pourquoi t'es triste. Alors que s'ils font 2 millions, t'es pas content. Je sais pas, si je devrais. Mais regardez, je sais pas. Là, il y a un cas qui est particulièrement épatant, c'est ce réalisateur de documentaires suédois, d'origine, je crois qu'il est algérien, suédois, qui avait fait Sugarman, tu sais, Looking for Sugarman. Il a eu l'Oscar, il s'est suicidé l'année d'après. Ça lui a pas réglé ses problèmes peut-être autres. Ça l'a pas aidé, ce que j'imagine, mais... D'accord. Donc je trouve que Léo, il est au bon endroit. Tout le monde lui a dit que c'était génial, mais il s'est planté royalement, donc tout va bien. Bon, mieux vaut avoir donc des échecs pour mieux se porter. Ouais. Merci Grégoire pour ce temps passé. C'est la fin de ce premier numéro hors série de Dédale, podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Retrouvez tout un tas de liens dans la description. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook. À très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.